Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois, si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, donc 3 fois par mois pour vous faire un petit peu le tour de ce qui se passe dans le monde de la bande dessinée américaine. Alors avec à chaque fois ce qui se passe aux États-Unis mais aussi en France, puisqu'on a un milieu de l'édition de comics en France qui est bel et bien vivant, donc on essaie de vous dire qu'est-ce qui est cool ou moins cool d'ailleurs, quelles sont les prochaines sorties. On essaie de décortiquer, d'analyser ça dans une ambiance à la cool et dans la bonne humeur avec mon compère de tous les jours, Corentin. Salut, je suis à la cool. Et de bonne humeur. Et c'est bien comme ça, c'est bien comme cela que je te définirais de façon générale. Oui. Je pense que moi. Je suis cool comme Fonzie. Tu es la bonne humeur incarnée. Vous connaissez Fonzie? Vous êtes trop jeune pour connaître Fonzie, mais Fonzie était cool, sachez-le. Il faisait des pouces en l'air comme ça, et il avait une dégaine de bad boy. Je ne sais pas qui est Fonzie. Sérieux? Happy-Days, t'as pas vu Happy-Days quand t'étais gamin? Non. Non, t'avais pas la télé, c'est vrai, pardon, excuse-moi. C'est le moment de toujours revenir à ses origines story infernales. Effectivement. On remercie, comme on le fait dans ce podcast Front Page, on remercie notre sponsor Pulps Comics, 3 boutiques sur Paris, dont une spécialement dédiée aux comics. Il y a aussi Pulps Comics à Bordeaux que l'on salue à chaque fois. On vous invite à vous balader sur le site de Pulps sur internet, pulps.fr. Notamment dans le cadre de ce partenariat, de ce sponsorship, on fait le Focus Pulps, qui est une sélection de 3 numéros en VO à prix de lancement. Alors à l'heure où on enregistre ce podcast, on aura peut-être, on s'est arrêté sur notre sélection. Je sais pas si on enregistrera la pastille maintenant ou plus tard, mais en tout cas, nous on avait pas mal envie de mettre en avant Aliens versus Avengers ou Avengers versus Aliens. Et oui, la grosse saucisse de l'été, mais écoutez, il y a quand même l'équipe créative qui nous donne envie. On a envie de mettre en avant le Spider-Man Reign 2 de Carrie Andrews, aussi The Nice House by the Sea de James Tynion IV et Alvaro Martinez, et également le premier numéro de la nouvelle série Tortue Ninja. Alors voilà, ça c'est un peu ce qu'on a envie de mettre en avant. Vous verrez avec la pastille si elle est dans ce front page ou dans celui d'après, en fait, si on a réussi à s'entendre avec Pulps, mais je crois quand même que c'est quand même des grosses séries de l'été qui devraient attirer pas mal de monde. En tout cas, on vous en reparlera un petit peu plus tard. Mais en plus de Pulps, on remercie surtout vous, là, qui nous écoutez pendant les trajets, pendant que vous conduisez ou pendant votre séance de sport. La vaisselle aussi. Ou parfois pendant la vaisselle, mais plus j'ai l'impression, pendant le running et le sport, figure-toi. C'est vrai? Ouais, les gens sont quand même équipés. C'est vrai. Ils ont de la vaisselle aussi, parce que c'est quand même plus sympa de faire du sport pour entretenir son corps, les endorphines et tout ça, alors que la vaisselle, c'est chiant, quoi. C'est vrai. Voilà, mais c'est nécessaire. C'est pas très, sauf quand t'as de la vaisselle. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais la dépense en eau, Arnaud Kikou. Ça combien dépend pour la planète? Ça dépend de ton robinet. Si tu fais la vaisselle à la main, parfois... Est-ce qu'on fait un comparatif des lave-vaisselle aujourd'hui, Arnaud? On fera une étude comparative maintenant. On va faire un backy-shoes des lave-vaisselle. Je sors mon tableur Excel et c'est parti. Allez. Mais tout ce que je voulais dire avec cette ce long coupage de paroles, c'est qu'on vous remercie, vous, donc les auditeurs et auditrices qui nous écoutez, notamment par votre soutien et notamment avec notre page Tipeee sur laquelle vous pouvez contribuer. Vous êtes actuellement, alors on enregistre 139. Là, sur cette fin du mois, d'ailleurs, quand le podcast sera mis en ligne, les compteurs seront repartis à 0. Enfin, façon de parler, mais on entamera un nouveau mois. Mais ce mois-ci, vous avez été très nombreux à vous rajouter dessus, et surtout avec des types réguliers. Et ça, c'est vraiment ce qui fait plaisir, parce que ça veut dire vraiment que vous nous faites confiance sur le long terme. En tout cas, vous voulez nous donner les moyens de poursuivre sur du long terme. Et donc ça, on vous remercie. Un petit mot spécial pour Adega et Pignata Deluxe, j'adore ce pseudo, pour leurs tips depuis la dernière fois qu'on a enregistré un front page. Je voulais aussi faire un shout-out à monsieur Triptyque sur Spotify, qui a entendu nos recommandations des derniers numéros quand on vous disait que vous pouvez commenter sur Spotify. En fait, les podcasts, vous pouvez lâcher un petit commentaire. J'imagine peut-être que ça aide à les mettre en avant, même si on peut pas y répondre. Moi, je les vois affichés. Et Triptyque qui a décidé de prendre de nous prendre au mot, et il a lâché genre, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de commentaires à chaque fois en mettant bonne émission suivi d'un pitch à tel parfum. Donc vraiment en mettant des pitchs à tout et n'importe quoi. Il y avait un pitch aux anchois même. Je sais pas à quoi ça peut ressembler dans la vraie vie.
pour moi, c'était un truc assez démoniaque. Ouais. Mais en tout cas, ça m'a bien fait marrer quand j'ai commencé à capter le délire. Donc, merci à toi et n'hésitez pas les autres à faire pareil. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile d'exister dans ce genre de médias un peu asymétriques par rapport au moment où on enregistre et au moment où vous écoutez. Mais en tout cas, merci à toutes celles et ceux qui nous donnent de la force de cette façon. Corentin. Et oui, et salutations aussi à Gigos et à Oudu, que j'ai pu croiser ce week-end au Paris Fan Festival. Très furtivement, on s'excuse, on n'était pas aussi présent que l'année dernière, l'absence de stand faisant que. Mais merci pour votre soutien, c'est toujours cool de vous voir en vrai, même si on a peu de temps discuté. Et le prochain coup, on ira picoler. Moi, je les ai pas vus. Mais justement, c'est pas grave. Moi, je les ai vus pour nous deux. C'est le point Paris Fan Festival. Corentin, on y était tous les deux ce week-end. Alors, on enregistre ce podcast. Moi, je m'en remets encore un petit peu difficilement parce que c'est toujours beaucoup de travail. Quel est ton retour, forcément? Écoute. Je te demande à toi, parce que moi, le mien est forcément biaisé, puisque ayant participé à l'organisation, enfin pas à l'organisation, mais j'ai animé 2 conférences notamment. Donc, le vendu, oh mon Dieu. Complètement. Alors, vraiment, les thunes coulent à flot, vous savez. Tu peux juste faire gaffe, là, c'est ma nouvelle piscine en marbre. Oui, pardon, excuse-moi. J'ai rayé le minibar en or. Mais oui, avec tes chaussures en diamant, quand même. Oui, mais en plus, mais la tirette en rubis, là, c'est pas du tout prudent. Donc, du coup, ça s'enlève, tu sais, avec le temps. Donc, mon retour. Écoute, je suis pas resté très très longtemps. En même temps, j'ai dû faire 7-8 heures de salon en tout sur les 2 jours. Au global, je dirais que c'était quand même mieux agencé que l'année dernière, à mon sens. On circulait plus. Ouais. Et puis c'était mieux rempli sur le fond, parce que tu sais, l'année dernière, il y avait quand même une zone morte, là où en fait on allait pour faire où les gens qui aiment ce genre de choses allaient pour se faire photographier avec leur star préférée. Voilà, qui avait été déplacée à l'endroit où il y avait en fait le stand K-pop l'année dernière. Ce qui fait que c'était quand même relativement mieux foutu. On voyait bien un peu les espèces de landes comme chez Disney, avec la partie un peu cinéma avec les modèles Star Wars et tout, la partie plus jeux vidéo où les mecs ils gueulent, ouais vas-y on va faire Mario Kart et tout, la partie plus goodies, peluches et photographie, et la partie comics qui était au même endroit et qui était toujours qui était même une partie très bande dessinée et même lecture en fait, puisqu'il y avait l'artiste allait avec pas mal d'artistes de comics, on l'avait dit. Sur le stand il y avait le corner du label 619, le stand album sur lequel il y avait aussi pas mal d'invités d'auteurs de franco-belge, mais aussi même de manga, parce que t'avais les cousins Lemaire, en l'occurrence, t'avais Stan Kana qui leur faisait face, mais ensuite, entre l'artiste allé et la scène conférence où ont eu lieu donc toutes les conférences vraiment très comics et art visuel, il y avait en fait de la littérature, il y avait beaucoup d'auteurs de l'imaginaire, il y avait la dimension fantastique qui avait son stand et que l'on salue, très chouette librairie qui est dans le 10e, pas très loin de la gare du Nord, mais voilà, ils étaient là avec aussi beaucoup d'auteurs. D'ailleurs, il y a eu des conférences de fantasy, de romance et tout ça en termes de littérature, donc c'était vraiment le pôle pour les gens qui aiment lire, en gros. Après, au niveau de l'agrément, bon, c'est très personnel, hein, évidemment, tu me demandes mon retour. Il se trouve que j'ai fait le Paris Manga il y a pas très longtemps, à Villepinte. Voilà, ce qui est déjà un problème de déplacement assez colossal, où l'espace est très mal utilisé, à mon sens. Il y a vraiment des grands espaces vides où il se passe rien. Le carré central où tous les cosplayers vont pour prendre l'air et tout. C'est vraiment pas du tout la même expérience pour moi. Le Paris Fan Festival, c'est vraiment plutôt un salon où tu passes pas forcément toute la journée d'ailleurs, mais qui est beaucoup plus agréable à arpenter, qui est beaucoup mieux réfléchi et où il n'y a pas du tout l'impression de ce côté hall d'aéroport que tu peux avoir à Villepinte, à mon sens. Hein, c'est très personnel. Sinon, au niveau de l'artiste allé, j'ai trouvé que tout le monde était plutôt accessible. Ça, c'était assez chouette. Alors, c'est parce plus que t'as pas, c'est parce que t'as pas tenté de faire Jeff Lubb. Parce que Jeff Lubb, et ça m'a surpris parce qu'autant Garcenis, c'était la même chose le samedi l'an dernier, mais le dimanche, il avait été quand même beaucoup moins assailli. Mais Jeff Lubb, ça samedi et dimanche, c'était des films monstrueux. C'est peut-être vraiment plus grand public au sens où il y a la carte Smallville qui joue. Ouais, mais les gens, ils venaient se faire signer des comics, hein. Oui, après, il a les chefs-d'œuvre plus grand public que Garcenis quelque part. Ouais, c'est même possible. Le Punisher Max de Garcianis, c'est quand même connu par une minorité de fans de super-héros. Enfin, une minorité. Il y a toujours que des minorités dans les minorités, mais voilà, genre le mec, il a quand même un bagou chez Marvel et chez DC. On avait parlé la dernière fois au dernier front page. Batman Silence, c'est quand même un comics que il y a plus de gens qui a un passage forcé pour beaucoup de gens et souvent aussi l'un des premiers comics préférés, Batman, que les gens découvrent en fait. Il y a forcément plus de gens qui ont lu Batman Hush que voilà. Il y a pareil pour Long Halloween, pareil pour tous ces machins là, le Spider-Man Blue, ça doit être souvent en tête de liste des conseils de lecture parce que c'est universel, c'est intemporel et c'est génial. Après voilà, non, je pensais plutôt à Iban Coelho, tu vois, je passais plusieurs fois devant sa table, il était très très tranquille. Takara aussi, je sais qu'Océane a fait la queue pour faire signer son Poison Ivy. Elle en a pas eu pour très longtemps. Enfin, dans l'ensemble, voilà, et puis une belle affiche quand même. C'est vrai qu'on a des artistes entre guillemets d'hier. Voilà, on pourrait dire évidemment que Coelho, c'est pareil, c'est pas tout à fait un débutant. Même Takara, ça fait un petit moment qu'il est là, mais je veux dire, on a du Jeff Loeb, on a du Coelho,
On a du Joffo, voilà, tout à fait. Sergio Davila, qui est plus, voilà, plus, Davila, plus, tout à fait. plus jeune, peut-être, ouais. Et alors que tu vois, l'année dernière, par exemple, je pense à Simone Di Meo, qui avait, déjà un peu imposé ses horaires, on va dire, de quand est-ce que je suis dispo ou pas. Et il y avait vraiment une queue d'enfoirés. Là, même, bon, il y a des gens qui ont, c'est le problème, c'est que apparemment, Jeff Loeb était très sympa. Et il voulait bien signer les 15 tonnes de bouquins que les gens y ramenaient. Ouais, ça. Quitte à ce que du coup la queue prenne en épaisseur et en importance. Mais entre guillemets, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je préfère ça plutôt que le gars te dise non, un seul et puis casse-toi, tu vois. C'est sûr. Après, c'est toujours une question d'équilibre aussi, parce qu'en plus, j'en connais des gens qui ont plein de comics qui viennent se faire signer 12 single issues, et je veux pas leur en vouloir, tu vois, parce que c'est cool aussi, tu vois, de rencontrer. Mais c'est vrai que parfois, tu vois, je trouve que ouais, les gens qui viennent avec des valises, avec 5000 trucs, parfois faut penser au fait qu'on est très nombreux, tu vois, on est tous très. Alors, je suis d'accord. À la limite, je pense que pour un Di Meo, tu auras plus de chances de le revoir que Jeff Loeb, qui a quand même un certain âge, qui a pas fait de convention depuis 15 ans. Oui, mais on peut se poser la question de si tu te fais déjà signer 5 single issues par Jeff Loeb, est-ce que t'as besoin d'en faire signer 15, tu vois. Je suis d'accord. En tant que mec qui a fait signer ses 2 petits panini à Jeff Loeb, ça a pris 30 secondes, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, après, nous, là, en interview, on n'a pas eu à faire la queue. Voilà, le privilège de la Tour d'Ivoire, les gars. Devenez journaliste comics, vous verrez, c'est super bien. Et en plus, on a plein d'avantages super cool, comme par exemple, voilà. Donc, je cherchais dans ma tête. Donc ouais, après, c'est aussi l'occasion de revoir un peu les potes. Alors, je dois bien admettre que quelques-uns m'ont manqué. J'aurais bien aimé voir Manu, par exemple. J'aurais bien aimé voir Quentin. Tous les copains qui sont fans de BD, qui viennent généralement pour ce genre d'événement. Quentin, il était là, hein. Il est passé. Quentin était là? Bah ouais. Sérieux? Bah oui. Genre, je l'ai pas croisé du tout. Bah parce que t'es pas resté assez longtemps. Ah bah oui, c'est possible, ouais. Ouais, après, voilà, la fatigue aidant, je suis pas resté pour les afterwork du PFFF. Mais dans l'ensemble, non, moi, pour le coup, super convention. C'est agréable d'avoir une convention où quand tu fais une conférence, il y a des chaises. Tu vois, ça, on le dit pas assez. Ça, ouais, bah ouais. Non, mais. Ça joue. En vrai, par contre, pour celles et ceux, et c'est pas pour forcément, enfin, c'est pour dire à la Comic Con France, vous avez tout pour vous améliorer. C'est pas pour jeter des scuds, mais vraiment, oui, l'organisation des scènes conférences n'a rien à voir avec celle de Comic Con France là-dessus, même par rapport à la méga grande scène où quand je suis arrivé, parce que moi, quand je suis arrivé samedi matin, je me disais, tiens, c'est marrant, les allées sont grandes, ça respire bien. Je me dis, mais c'est bizarre, il y a quand même pas trop de monde non plus. Puis je vais dans le fond et là, en fait, je vois qu'il y a un panel avec je sais plus quelle actrice machin et le truc est noir. Tout le monde est assis et il y a encore des gens debout et tout ça. En fait, je fais, ok, mais c'est pour ça, c'est parce qu'en fait, t'as la moitié des personnes présentes à l'instant T qui sont dans le fond et assis et qui sont en train de kiffer la conférence et tu vois, ça n'a vraiment rien à voir en termes d'organisation. Et c'est trop con parce que ça tient à quoi? Ça tient, ouais, juste à des chaises, quoi. C'est un délire de se dire et à avoir quelqu'un en l'occurrence des gens qui font après c'est quand même assez élémentaire, je trouve. Ouais, mais c'est pour ça que ça me fait encore plus câbler maintenant quand je me rappelle que pour voir devant Kevin Eastman ou Jim Lee, en fait, c'était des gens qui étaient tous debout, machin. Enfin, c'est une conférence, c'est pas une fosse de concert, quoi. T'as pas besoin de pogoter pendant une conférence de Jim Lee, enfin en théorie. Après, non, ce qui est vraiment insupportable, c'est les conférenciers qui arrivent en retard parce qu'ils sont retenus en interview. Ça, c'est une honte. Et du coup, je mets 0 étoile au PFF pour ça. Mais je suis pas arrivé en retard, figure-toi. Ouais. Je suis arrivé avec 2 minutes d'avance au final. C'est une private joke parce que je recevais des coups de fil juste avant la conférence pour avec Evan Kagel, Evan Rowe et le comité des comics. En fait, on était en train de terminer l'interview de Jeff Loeb qui arrivera bientôt d'ailleurs sur First Print et à l'écrit sur Comics Blog. Et c'est juste que c'est quand même très stressant effectivement parce que tu sens ton téléphone qui vibre, tu regardes, tu fais bon, c'est Sullivan qui t'appelle parce qu'effectivement c'est censé démarrer dans moins de 5 minutes. Enfin, ceci dit, l'année dernière, Ramvé nous a mis 20 minutes dans la gueule. Hein. C'est vrai, oui, mais c'est pas la même personne. Non, mais c'est pour ça que tu dis, bon, on était en train de finir de toute façon parce que la durée était telle qu'il fallait terminer, mais tu vas pas couper en disant à Jeff Loeb, excuse, par contre, faut que, non, faut que j'aille parler de Kaiju de mecha avec un pote. C'est ça. Mais du coup, ouais, d'ailleurs, Jeff Loeb qui ressemble un petit peu à Tywin Lannister, j'ai trouvé, ça m'a un peu marqué pendant l'interview. Et sinon, au niveau professionnel, oui, des belles rencontres. Étonnamment, j'ai été assez séduit par Steban Segic. Trop bien. Moi, genre, vous le savez, je suis pas un grand fan de son œuvre, entre guillemets. Enfin, j'aime bien même ses vieux comics, paradoxalement, on en a parlé, quand il avait ce coup de crayon plus photoréaliste à la Ariel Olivetti. Aujourd'hui, je découvre, moi, quelque part, en préparant l'interview, que le mec est vraiment spécialiste des comics érotiques, et du webcomics et tout, et qu'il a vraiment pris cette tendance un peu avant le reste de l'industrie d'aller, pas faire du webtoon, mais faire du webcomics, avec des influences japonaises, avec du yuri et tout. Et en fait, le gars, on le rencontre et il est très conscient de ce qu'il fait. Il est super intelligent et justement, il sait en fait se poser les bonnes questions par rapport à la fermeture d'esprit du marché. Vraiment, vrai bon gars. En plus, il nous a un peu regardé avec des yeux pleins de pitié, essayer de changer les piles du Zoom juste avant l'interview. Et vraiment, voilà, très patient, très cool. C'était sympa, évidemment, d'en revoir le commis, d'en revoir Repos, voir Joffo, voir tous les copains.
Moi, l'année prochaine, j'espère être un peu plus en forme et qu'on ait une présence plus tangible sur place, évidemment. Puis picoler aussi, c'est bien de picoler. Ouais, parce que c'est toujours le côté un peu frustrant par rapport à d'autres personnes qui se retrouvent entre potes et tout ça, c'est qu'il y a la dimension professionnelle en fait de la fréquentation d'un tel salon qui fait que et ça maintenant je m'en rends compte aussi avec le même Comic-Con Paris à l'époque en fait, c'est qu'effectivement quand t'as un stand, quand tu dois faire des interviews et quand tu dois faire des conférences en fait, bah t'as très peu de temps pour voir en fait pour même ne serait-ce que serrer des pinces aux autres personnes qui sont là. Et là en l'occurrence parce qu'il est encore plus difficile vu que t'as pas de point, vu qu'on n'avait pas de point de chute par rapport à l'an dernier, c'est que voilà, on était beaucoup moins disponible en fait, simplement juste pour essayer de rencontrer des gens. Alors pas, sans aucune prétention, mais on sait qu'il y a des gens qui nous lisent et qui nous écoutent et qui ont juste envie d'échanger un petit mot et de dire salut. D'ailleurs, il y en a ceux qui n'ont pas hésité, qui sont venus directement en nous croisant dans les allées, tout ça. Ben merci simplement, juste de venir serrer la main en fait, juste pour se rappeler que voilà, oui, on fait ça pour des gens en fait. On n'est pas tout seul dans ce studio à parler dans des micros. On sait qu'il y a des impacts. Moi, c'est toujours à chaque fois en plus, j'ai pu le faire, mais que des gens ils disent ah oui j'aime beaucoup les podcasts, j'ai découvert plein de trucs et tout. Je dis bah, alors qu'est-ce que t'as découvert vraiment, quelle est la BD que t'as découvert et tout ça avec nous, qu'est-ce qu'on a pu te faire. Il y a un monsieur qui m'a dit est-ce que tu peux me dédicacer, parce que moi j'aime bien depuis Big Girls, je dédicace les tomes que j'ai traduits. Je sais pas, ça me fait marrer, tu vois, et je le fais de façon à ce que le jour où vous rencontrez les vrais artistes qui ont œuvré sur le bouquin sur ton bouquin avec Just voilà, ça Who is Orvis Arnokiku. oui c'est ça bouffera pas ça c'est d'autant plus compliqué avec, tu sais, avec Love Everlasting. Je me dis putain, j'ai vraiment pas envie de niquer l'espace de dédicace de Elsa ou de Tom, tu vois, clairement ça, ouais, Elsa ça le fera marrer, je pense. Ça mettra mal quoi. Mais en gros ce jeune homme qui me dit est-ce que tu veux bien dédicacer le single issue, tu sais, de Dawn Runner qui était dessus. Enfin, je veux bien, mais pour le coup, j'ai rien fait dessus, quoi. Je suis pas, t'as fait la conférence. Je suis pas ouais, non, mais je suis pas éditeur. C'est Cédric, le Comedy Comics, qui fait la relecture. J'ai pas traduit. Du coup, mais après, il me dit, oui, c'est ça, mais c'est parce qu'en fait, vous en avez parlé dans First Print et tout, et que j'ai découvert le titre, que voilà, j'ai envie de signer. Donc, moi, ça me fait toujours une sorte d'expérience hors corps quand je croise un fan comme ça, enfin, un auditeur qui nous croise et qui dit ah, j'aime bien ce que tu fais et tout, et je me dis putain, trop bizarre, le mec toutes les semaines de sa vie je vis dans ses oreilles en fait. Bah, d'un coup il me voit en vrai, en fait j'existe moi dans cette espèce de réalité qui s'est fabriquée. Il y en a en mode putain Corentin, c'est incroyable, t'es réel et tout. Je me dis mais c'est vrai en fait. Il y en a pour qui c'est le cas. Vrai, et en tout cas, ce que je voulais simplement dire juste merci donc à toutes les personnes qui ont pris le temps, un petit peu de temps juste pour échanger avec nous. Puis après sinon, et puis le reste du temps après, c'est pour ça, c'est que les salons pour moi c'est une expérience surtout professionnelle en fait, vraiment d'aller rencontrer de plus en plus, hein, c'est normal. Des auteurs, d'être vraiment en fait au contact, que ce soit pour les conférences les préparer et les faire, que ce soit après aussi pour les interviews. C'est sûr qu'on a des rapports très très différents, mais c'est vrai que moi je te rejoins sur le fait que c'est legit, j'ai adoré quoi. Et c'est celui qui me frustre le plus maintenant en termes de durée d'interview. Ouais. Franchement, j'aurais bien fait le triple facilement quoi. Je pense qu'on peut le contacter. Ouais, faudrait essayer, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était extrêmement intéressant. Ouais, moi il m'a donné envie de lire ses comics de cul, alors qu'au départ il n'y avait pas spécialement de raison. Ils avaient même filé une petite info sur le fait, je sais pas si c'est une interview techniquement, mais a priori l'année prochaine il y aura peut-être une suite à Harleen, on sait pas encore. Mais en tout cas, il a des idées. Non, mais en tout cas, il a déjà ce qui est ouf, c'est qu'en fait, il a déjà des scripts et des storyboards complets pour des bouquins en fait qu'on aimerait bien voir quoi. Donc on espère. Le Wonder Woman Tomb Raider, mec, putain, j'en rêve la nuit moi. C'est clair. Et du coup, big up à Briam, parce qu'on s'était posé la question avant, parce que Jérémy qu'on a reçu dans le podcast juste avant, sur le comparatif Comic-Con France, voilà, et Paris Fan Festival. En termes juste d'invités ou de passion pour les comics, j'ai pas besoin d'avoir fait les deux salons pour te dire que si vous êtes fan de comics, c'est évidemment au PFF qu'il fallait aller. Et ce sera probablement pareil l'an prochain. Enfin, il y a vraiment on verra, parce un accès à des vrais talents de l'industrie qui fait super plaisir, c'est bien disposé et tout. Franchement, voilà, moi je suis très content en tant que lecteur de ce petit week-end. Non, c'est sûr, et comme dit, c'est pas pour jeter des scuds aux Belges quoi, et parce qu'il y a quand même des personnes qui s'étaient impliquées pour qu'il y ait des stands, pour qu'il y ait des comics qui soient là, et qu'il y avait aussi des artistes qui se sont déplacés, de l'artiste allé qu'on a retrouvé d'ailleurs à Comic-Con et au PFF quoi. Donc ça fait aussi d'une motivation d'une organisation, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a un leitmotiv à dire, si vous avez quand même la chance d'avoir toujours le nom Comic-Con et qu'a priori vous pouvez l'utiliser en France, faites en sorte que ce nom soit bien utilisé quoi. Une question de philosophie de salon en fait, je pense ils visaient plutôt entertainment, alors que peut-être que le PFF pense entertainment / comics, tu vois.
Oui, Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Différents types de fandom, mais clairement, par contre, Comic Con France, ce que eux avaient en plus, c'était qu'ils avaient beaucoup plus d'invités télé-cinéma, quoi. Vraiment, ils avaient un roster qui était beaucoup plus conséquent. Mais voilà, c'est très différent. C'est vrai que tu vois qu'il y a quand même des philosophies différentes. Mais ce que je veux dire aussi par rapport aux gens et par rapport aux remerciements de ça, c'est que on vous annonce là dans le podcast que très très prochainement, parce que ça va faire quand même bientôt 4 ans qu'on existe et qu'on va continuer, hein, ça y a pas de souci, mais on aimerait bien justement avoir plus de temps d'échange avec vous et donc on va lancer ce que j'appelle la grande enquête First Print. C'est très simple, c'est un Google Form, il y aura toute une série de questions sur lesquelles auxquelles vous pouvez répondre. Ça vous prend vraiment 5 minutes, hein, ça a été pensé pour que ce soit pas trop long, mais on aura besoin que ce soit vraiment un maximum de gens qui nous écoutent, qui la remplissent. Donc quand ça arrive en ligne, ce sera très certainement d'ici très peu de temps, à l'heure où ce podcast est mis en ligne, début mai. Eh bien, partagez-le, vraiment, on aura vraiment besoin, parce que voilà, on voit, moi je vois les chiffres. Il y a récemment, j'ai vu qu'il y avait 2000 abonnés sur Spotify, on est quand même à presque 3000 sur Twitter, donc en fait c'est quand même, on est plusieurs milliers quand même de personnes qui écoutent ponctuellement à minima le podcast. On veut vraiment avoir le maximum de réponses possibles, et notamment parce que dans les questions qui vous seront posées, vous verrez qu'il y en a une qui est pas du tout innocente, qui vous demande votre envie d'avoir un événement First Print. Et quand je dis événement, c'est pas simplement une soirée comme on a déjà pu le faire, c'est un vrai événement. On vous en dit pas plus pour le moment, mais voilà, on veut jauger votre intérêt là-dessus, puisque c'est un projet sur lequel on est en train de plancher, et j'ai très très hâte de pouvoir vous en dire plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses déjà qui avancent et qui font vraiment très très plaisir, et qui, je pense, vous feront aussi plaisir. Donc voilà, quand la grande enquête First Print arrive en ligne, répondez-y et partagez-la, et puis ça permettra aussi, même sur des trucs plus concrets, sur les programmes des podcasts et tout ça, de voir vos retours sur ce dont vous avez envie et ce dont vous avez moins envie. Voilou, ça c'était un long préambule, Corentin, hein, purée. Enfin, c'est pas un préambule, mais c'était une grosse... Du coup, vous aurez compris, si vous voulez voir le spectacle burlesque d'Arnaud Kikou, il faut participer à l'enquête. C'est exactement Il a commencé à apprendre, il a des moves de fou. Oui. Avec des petites, des éventails en plumes de pan. Oui, c'est vrai. C'est incroyable, franchement. Et avec la taille de mes fesses, purée, ça fait un sacré spectacle. Corentin, il y a une nouvelle collection Carrefour qui est sortie cette année. On le savait, les collections à petit prix chez Panini Comics, ça prend une direction différente, hein. Les collections ponctuelles, comme on en a vu depuis 3-4 ans avec le printemps des comics, puis après l'anniversaire Spider-Man Avengers, les super-héroïnes, le multivers, tout ça, ça disparaît. Il y en aura plus pour le moment, mais il y a d'autres type d'opération qui arrive. On vous a déjà parlé un petit peu de l'opération Deadpool versus qui arrive pour accompagner le film Deadpool et Wolverine cet été. Donc qui est en fait c'est un peu des Marvelverse en fait. C'est une petite opération ponctuelle de Marvelverse en format poche avec quelques petits récits. Mais par contre du côté de Carrefour en fait, vu que c'est quand même un peu une opération un poil différente avec cette enseigne, on recommence en fait avec ces gros pavasses de 240 pages et quelques qui sont proposés donc là au prix de 2,99. C'était pas ça 3,99 l'an dernier, c'est revenu à 2,99. Peut-être d'ailleurs que cette augmentation de 1 euro sur ce type d'opération de très grand volume et tout ça, en fait, ça a eu un impact chez Carrefour, peut-être parce que voilà, on n'est pas sur du public. Ce qu'on dit toujours, hein, c'est de l'achat d'aubaine. Et forcément, les gros lecteurs et gros collectionneurs, en fait, qui veulent lire beaucoup pour pas cher, forcément, s'y intéressent et se ruent dessus. Mais sinon, c'est vraiment pour des gens dont on sait en fait qu'ils vont prendre. Mais ils vont pas aller en librairie après, quoi. La rétention, la conversion, elle est pas là. Mais toujours à dire que ça fait du Deadpool à lire, hein, puisque donc c'est aussi le sujet. C'est donc double dose de Deadpool dans les collections petit prix, avec donc 10 tomes qui vont aborder différentes facettes du personnage. Donc le premier tome, c'est les origines, avec notamment la deuxième mini-série qui avait été écrite sur le personnage et les premiers numéros de la célèbre série de Joe Kelly et Ed McGuinness. Il y aura d'autres numéros de cette série qui apparaissent un petit peu plus dans d'autres tomes. Il y a des tomes de team-up, il y en a avec Spider-Man, il y en a deux avec Spider-Man, il y en a un avec Cable. Il y a un tome un peu plus orienté vers Deadpool the Duck. Le fameux croisement entre Howard the Duck et Deadpool. Il y en a d'autres où c'est plus avec du Sabertooth. Enfin voilà, il y a vraiment un petit peu tout. Corentin, oui. On va pas faire le détail. D'ailleurs, je suis même pas sûr que tu as tout lu. Non, j'ai pas tout lu. Moi, je l'avoue aussi, hein, je suis pas le plus grand fan de Deadpool. Donc, je serais bien incapable de vous dire ce qui est absolument bien ou pas. Mais c'est vrai que là, on est sur une échelle où, par rapport à la qualité perçue c'est sûr, oui, du bouquin, là. Le rapport qualité-prix est pas
est forcément à l'avantage de l'album, on va dire. Ouais, complètement. C'est plutôt, est-ce que tu vois toujours un intérêt à ce type d'opération, sachant que là, bon, c'est sorti là en fin avril pour chez Carrefour, parce qu'on vous rappelle que Deadpool and Wolverine il était censé sortir en mai à la base, et maintenant, le film a été repoussé à l'été, et par contre Carrefour, visiblement, ils avaient certainement déjà dû imprimer. Oui, parce que pour avoir ce type de prix et ce volume d'impression, enfin, j'imagine qu'il faut imprimer pas en France, clairement. On est plutôt sur des impressions, comme ce que fait Panini avec les omnibus en Inde, notamment, où j'imagine que les frais permettent d'avoir ce type de volumétrie et de prix à la baisse en conséquence. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Coco? Ce que j'en pense de quoi? De la volumétrie en Inde? Non, je pense de cette offre, si c'est bien de la continuer, si c'est bien de continuer ces offres et tout ça. Est-ce que c'est bien de continuer cette offre? Moi, j'ai envie de dire que, comme tu dis, c'est tellement des marchés qui ne croisent pas le lectorat de comics traditionnel qu'en fait, ça fait ni du bien ni du mal. En fait, c'est une OP à côté, en fait, d'un marché qui existe et qui a ses propres codes et ses propres règles. En soi, ça me choque pas que ça existe, tant mieux. Évidemment, tout ce qui met des BD dans les mains des gens, c'est plutôt bon à prendre. Ceci dit, quand j'en parle aux éditeurs, alors, pas précisément pour les collections Carrefour qui sont encore un autre microcosme, mais on m'explique que les collections à petit prix, ça tire la valeur perçue vers le bas et que, en fait, au global, ça justement, ça ne motive pas les acquéreurs à mettre ensuite 18 balles pour un 100%, ce que je comprends très bien, évidemment. Moi-même, je ne mets pas 18 balles pour un 100% de toute façon. Désolé, la gorge qui me gratte. Voilà. Pour la collection Carrefour, je sais pas, en fait, tu vois, je pense aux gamins qui seraient éventuellement intéressés par lire de la BD, qui traînent leur maman dans les espaces culturels Carrefour. Non, ça n'existe pas. Le rayon culture des Carrefour. Et qui voient ces petits bouquins, c'est peut-être plus facile de la convaincre d'en choper que justement de prendre un gros urban un peu plus cher, un peu plus volumineux. Tu vois, paradoxalement, il y a un des albums qui est Deadpool, Apocalypse Now, qui est une histoire donc qui est illustrée par Rob Liefeld et qui est avec le Deadpool Corps, donc ouais, c'est les premiers numéros de la série Deadpool Corps. Ouais. Tout à fait. Non, enfin si, oui. En fait, le premier tome c'était Deadpool le club des 5, qui était donc la fédération de cette équipe de Deadpool. Et après ils font le Deadpool Corps plus tard. Moi, c'est les numéros que j'avais lus chez Virgin, au musée du Louvre, enfin au Virgin de la Galerie du Louvre, il y a 16 ans, je pense. 10, non, ouais, je devais vraiment être très adolescent. Et pareil, c'était pas hyper cher. C'est des trucs qui sont parfait si tu veux rentrer dans le milieu de la BD. Il y a une écriture un peu à la Lanfeust avec beaucoup de commentaires méta, beaucoup de trucs rigolos. C'est pas du tout du Deadpool premier degré, enfin de l'humour gras Deadpool. Il faut absolument tout critiquer chez Marvel, etc. Voilà, ça c'est une lecture, tu la fous entre les mains de n'importe qui, ça va l'intéresser, enfin d'un certain âge, d'un certain humour, ça va l'intéresser. Après, dans l'ensemble, je trouve la compo des albums très bizarre. J'ai l'impression qu'on a essayé un peu de faire du remplissage ou une collection à thème, mais qui devient un peu moins logique, enfin moins fédératrice. En fait, c'est quand même, le thème, il est quand même assez carré, puisque t'as Deadpool dans tous les cas, et c'est, voilà, après, c'est vrai que, enfin, il y a pas non plus 10 000 façons de voir Deadpool. Il faut savoir qu'il y a aussi certains titres, en fait, qui étaient déjà présents dans les collections à petit prix des dernières années. Donc après, c'est qu'est-ce qui reste encore à éditer, qui n'a pas déjà été édité et réédité dans ces différentes collections. Mais c'est vrai que, c'est de toute façon, les collections Carrefour, je trouve toujours qu'elles ont une configuration un petit peu bâtarde, puisqu'en général, t'as deux, enfin, dans le meilleur des cas, c'est deux arcs narratifs, quoi. C'est-à-dire, t'as un premier arc d'une série, parfois premier, et pas forcément un début, et un arc d'une autre série. Ouais. Et donc, après, c'est réfléchir comment est-ce qu'on peut aborder ça. Mais c'est vrai que dans le tome, justement, dans le troisième tome, je crois, c'est où il y a plein de numéros de la série Deadpool Team Up, en fait, où là, ça va être juste être des segments par à coup, en fait, pour à la limite, trucs, celui-là, du coup, ça me choque pas, mais comme tu dis, si tu prends, dans un album, deux arcs de deux séries, qui ont lieu il y a quelques années, c'est pas que c'est un problème, parce qu'au demeurant, ça peut t'amorcer une éventuelle envie de lire plus de Deadpool. Par contre, c'est pas aussi, c'est moins c'est plus compartimenté, je veux dire, que de prendre un début de série et après de te dire, écoute, va sur Google, trouve la suite, prends le tome 2, entre guillemets. Oui, et ça, voilà. Oui, et ça, c'est d'autant plus compliqué que on le sait que, chez Panini, entre, les trucs pas réédités depuis longtemps et parfois les collections, qui ont des trous, des choses comme ça peut être aussi un casse-tête, et c'est pour ça, d'autant plus que je pense que ces collections ne sont pas du tout en fait alors ça reste des points d'entrée, mais c'est pas en fait quelque chose qui va convertir, quoi, qui va faire de la rétention, parce que justement ça reste en soi relativement fermé. Je pense qu'une collection
comme ce qui avait été fait pour Spider-Man, anniversaire avec, tu vois, 10 récits bon, peut-être que 5 plutôt, tu vois, pour essayer de d'élaguer un peu, serait une meilleure façon de faire pour vraiment offrir la porte d'entrée de Deadpool vers Marvel. Alors que après, le problème, c'est comme tu l'as dit, en fait, il y a pas 50 façons de faire du Deadpool. Soit tu vas vers une comédie, soit tu vas vers un truc plutôt comédie noire, soit tu vas vers un truc full méta. Voilà, c'est un peu les 3 formats qui existent. Et les team-up, bon, qui sont un truc qui pour moi n'a pas vraiment de sens. De toute façon, la plupart des team-up avec Deadpool sont pas incroyables. Mais voilà, en fait, c'est le héros choisi. Pour moi, ne se prête pas de toute façon à une vraie amorce de quoi que ce soit. Je veux dire, Deadpool, il y a eu des séries, c'est un personnage qui est connu. Il s'adresse, à mon sens, aujourd'hui essentiellement aux ados. Et le fait est que le film lui-même a pas l'air de cibler une démographie beaucoup plus grande que ça. C'est un blockbuster beaucoup plus âgé avec le risque d'avoir de nouveau une vague de caméo porn machin. À mon avis, on vise quand même des gens qui ont notre âge et qui sont plus vieux. C'est pas les gens de notre âge qui vont aller chez Carrefour prendre des albums à 3 balles, tu vois. Moi, je sais pas, hein, peut-être, dites-moi, mais. Moi, ce que j'ai aussi le sentiment que ces collections sont très prisées par des gens qui sont plus vieux que nous et qui ont cette culture des comics pas chers et dans ce type de format. C'est marrant, moi j'imagine très bien vraiment le papa la maman qui trimballent leur gamin, ils le foutent au rayon BD pendant qu'ils font les courses, et à la fin il a 3 tops sous le bras, il regarde le prix, ils font pas cher. Ils partent avec, quoi. Mais je pense qu'on a chacun nos imaginaires. Moi, je faisais ça quand j'étais petit, tu vois, donc. Ce serait bien que le CNL fasse une étude sociologique de qui achète les collections, mais pas que Marvel Carrefour, quoi, mais en fait l'ensemble de ces collections, parce qu'il y en a plein qui existent dans les supermarchés, et de voir vraiment en fait quel type de au-delà de l'âge et du sexe, mais aussi de voir en fait quelles habitudes de consommation ces gens ont, quoi. Est-ce que c'est vraiment juste de l'achat d'aubaine et t'y repenses plus, ou est-ce que c'est quelque chose que... moi je pense que c'est quand même majoritairement ça. Enfin, après je vais plus dans les grandes surfaces parce que voilà, je suis un périurbain comme on dit. J'ai Intermarché, il y a des tomes de One Piece et quelques autres mangas connus, mais généralement dans les GSA, c'est ça? Ouais. Dans les GSA, quand j'étais à Nantes et qu'on est majoritairement dans les Leclerc. Bon, après, Leclerc, c'est encore autre chose, hein. Il y a une très, très grande partie culturelle. Mais les gens que je voyais là, c'était souvent des moins de 18 ans, quoi. Et moi-même, j'en étais un, d'ailleurs. Tu vois, tu colles les murs, tu te lis un manga. Et après, dans les grands, je sais pas, faudrait peut-être que j'aille au Carrefour qui est pas loin de chez moi, là, pour voir s'il y a vraiment des gamins qui s'arrêtent devant les tomes de One Piece et qui disent, c'est bon, c'est le nouveau One Piece. Mais à titre personnel, j'imagine quand même assez mal des lecteurs spécialisés qui vont aller dans ces enseignes-là précisément pour ça. Bah si, moi je l'ai fait. Ouais. Bah oui. C'était la Marvel Dark, je crois. Toi, tu l'as fait avant ou après ta carrière comics? Enfin, je veux dire avant ou depuis ta carrière comics? Mais non, c'était pendant, c'était en plein dedans. Mais voilà, parce que t'es un acheteur spécialisé quelque part. Il y a 3 ans, mais c'est ce que je dis, c'est pour ça que je dis qu'il y a des acheteurs spécialisés, enfin il y a des lecteurs spécialisés qui vont aussi les prendre, puisque moi je sais que par rapport à ma disposition, il y a un gros Carrefour pas très loin à Aubervilliers, et j'y étais allé pour aller prendre, du coup, c'était la Marvel Dark à l'époque, donc c'était il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Mais tu l'as aussi fait pour voir l'objet, tu vois, pour voir comment l'offre était disposée. Enfin, c'était j'ai fait pour le coup, celle de Marvel Dark, d'un point de vue éditorial, moi ça m'intéressait, quoi. Peut-être. Enfin, dites-nous dans les commentaires, ce serait intéressant d'ailleurs de voir pareil. Mais vraiment, dites-le, parce que c'est vrai qu'il y a moins de gens qui commentent en ce moment, mais je sais pas si vous avez 34 ans, 35 ans, que vous allez faire vos courses, ou alors si vous avez 22, 23 ans et que vous allez plutôt au comic shop. Du coup, c'est surtout si vous avez pas en fait de point de librairie aussi près de chez vous, et qu'en fait peut-être que les Carrefour, il y en a partout en France. Mais c'est là où en fait où aussi le supermarché devient en fait un point de vente plus intéressant, parce qu'il y a cette offre qui existe, alors qu'on sait qu'il y a des endroits où effectivement dans l'offre culturelle, dans l'offre librairie en dehors des grandes villes, c'est plus compliqué. Donc peut-être que ça peut être aussi un bon c'est vrai, un bon truc, quoi. Bon, en tout cas, c'est disponible, c'est disponible dans les Carrefours parfois. Ni pour ni contre, bien le contraire. Parfois sur la ligne d'édito, moi je te dis là, sur le contenu d'édito, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ça aurait été un truc sur Spider-Man, on en a ou Daredevil, tu vois, je sais pas, je pense que je serais quand même allé jeter un petit coup d'œil, tu vois. Non, moi justement, Daredevil, je veux avoir des beaux albums. La Marvel Gold, j'avais bien aimé, tu vois, parce que c'est vraiment sur des équipes qui étaient atypiques, avec des Uncanny Inhumans, des trucs vraiment qui étaient pas, les trucs étaient pas incroyables, tu vois, c'était pas des grands récits. Mais je trouvais qu'il y avait ce côté, venez, on vous fait découvrir des équipes un peu bizarres, quoi. Moi, je veux bien que Panini refasse les trucs qu'ils avaient fait comme le printemps des comics, là, avec tous les petits classiques de chez Marvel, avec la couverture épurée et tout. C'est ceux-là que j'ai fait signer à Jeff Lobb. Mais c'est fini. Ils sont trop mignons. Ils sont très jolis. C'est exactement un bouquin qui est pas menaçant, qui peut filer rien. Il y a juste la tomaison qui sert à rien parce qu'il y a une mètre de numéros qui n'ont pas de sens. Mais voilà, c'est ça qu'il faut refaire. Panini, si tu m'écoutes, parce que je sais que tu parles français. Mais littéralement, c'est
C'est ce que je disais en préambule, c'est que ça ne marchait pas. Il faut le refaire quand même. Bah non, parce que avec Carrefour. les chiffres, non, mais les chiffres, bah oui, mais avec quel type de récit? Parce que les chiffres ont montré qu'en fait, à partir de trois collections par an, tu commençais quand même à quitter le côté les grands classiques qu'il faut effectivement avoir, et après tu proposes des récits qui ne parlent plus à grand monde, et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'est arrêté et que maintenant ils tentent l'option en poche, quoi. Ouais, mais je suis pas d'accord. Moi je dis franchement, embauchez Corentin, il vous plie votre maison d'édition en 2 mois. Mais avec panache. Ouais, c'est ça. T'as édité que les grands classiques géniaux que personne n'avait vraiment envie de lire et tout. On a fait un omnibus de Spaceman, là, on l'a fait avec un dos toilé, mon gars. Il n'y a même pas assez de matos pour faire un omnibus. Si, parce que tu l'auras fait en couleur. Putain, on va pas à chaque fois. Spaceman, c'est pas du tout élitiste. Non, mais je sais. C'est Azzarello et Risso, il faut une réédition de One Hundred Bullets, là. Oui, c'est quand même autre chose, s'il te plaît. C'est vachement plus facile à lire. Ça, c'est plus court, déjà, quand même. C'est pas plus facile à lire parce qu'avec leur dialogue, oui, ok, ferme ta gueule. Mais donc, tu fais ton édition. Non, mais franchement, moi, je te vois très bien, tu sais, t'arrives comme ça, tu fais on va faire ce dos toilé, grand format d'horreur sur la couverture. On met Spaceman couleur, puis en noir et blanc pour bien profiter du clair-obscur de Eduardo Risso, tu vois, belle édition, machin, papier grammage ultra épais. Paf, le truc, il coûte beaucoup trop cher, t'en tires 10 000 exemplaires, évidemment. Tu coules la boîte, mais comme les musiciens sur le Titanic, tu vois, tu continues de jouer, tout ça, tu fais, oui. J'annonce un nouveau bouquin, les gars. On va se faire kiffer. Et tu fais avec les honneurs. Oh, moi, je l'ai fait. Everything, quand ça a commencé à sortir en VO, t'aurais très bien pu me dire que c'était élitiste et incompréhensible et tout, hein. D'ailleurs, au début, c'est moi qui le lisais en VO. Et finalement, c'est sorti et ça a vendu quoi, 5000 ex, c'est bon. C'est toujours élitiste, c'est quand même élitiste. Ça n'empêche pas. Je pense que tu sous-estimes l'intelligence du public. Ça n'empêche pas. Non, je suis conscient de mon intelligence. Ah oui. Bon, ça, par contre, j'ai pas de argument. Tout à fait. Donc, Corentin, on parle, oui. On n'est pas élitiste, du coup, avec la série Cyberforce, peut-être, je pense. En tout cas, dont le 3e tome revient. D'ailleurs, est disponible, maintenant, je crois, c'est le 2 mai. Le 3 mai, c'est le 3 mai. C'est le 2 ou le 3 mai, ouais, c'est ça. C'est donc, le 3 mai, c'est vendredi. Voilà, donc ça sort cette semaine, alors on enregistre le podcast aux éditions Réflexion, d'ailleurs, on vous l'a déjà teasé, mais on vous confirme, le podcast avec lui arrive, donc Cyberforce. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est la Cyberforce. Et qu'est-ce que c'est? Non, tu m'as énervé là. Alors Cyberforce, qu'est-ce que c'est? Alors on se rappelle, petit point, parce que peut-être qu'il y a des nouveaux entrants qui nous écoutent, que sont les éditions Image Comics. Et pourtant on n'a pas fait de 10 podcasts à 2,99€ pour ça. C'est un business plan, ça. Donc les éditions Image Comics, au départ, donc c'est une boîte qui est fondée par des anciens de chez Marvel, des dessinateurs qui étaient en fait des dessinateurs stars qui sont arrivés presque au même moment, un petit peu comme les réals de la nouvelle vague, où en fait ça a pas été un mouvement où les mecs se sont dit venez on fait la nouvelle vague. C'est juste qu'il y a des gars qui sont arrivés et qui ont dynamité un peu des habitudes artistiques qu'avait le cinéma à l'époque. Les artistes de chez Image, c'est pareil, ils sont arrivés, ils dessinaient pas tous pareil, mais ils avaient un peu des obsessions communes, un trait qui pouvait éventuellement se comparer, et une école entre guillemets artistique qui s'est montée à partir de là. Et il se trouve qu'ils ont aidé leur série à beaucoup se vendre. Donc à un moment donné, ils en ont eu assez de faire beaucoup d'argent et que Marvel ne les paye qu'en salaire et pas en revenus, enfin en royalties sur les bonnes ventes. Ils ont claqué la porte, ils ont monté un collectif qui s'appelait Image Comics. Donc dans ce collectif, il y avait le créateur de Spawn, Todd McFarlane, le créateur des Youngblood, Rob Liefeld, le créateur de Savage Dragon, qui était même né un tout petit peu avant Image Comics, Eric Larsen. Et dans cette liste-là, on a aussi Marc Silvestri. Marc Silvestri qu'on retient un peu comme le créateur de Witchblade et de The Darkness, qui ont été 2 très grandes séries des années 90, qui ont été éditées chez Topco, et qui ont fait les grandes heures de ce coup de crayon particulier, cette obsession pour le thématique biblique, qui était vraiment dans l'air du temps, hein. À l'époque, il y avait Spawn, il y avait la série qui a été faite en série Netflix, là. Warrior Nun, voilà. Il y avait le Ghost Rider qui était en force et tout, donc c'était un peu la période des comics bibliques. Mais avant ça, en fait, Silvestri, parce que Darkness et Witchblade, c'est 95-96, il avait fait en fait une série très classique, très dans les codes justement de l'école Image Comics. C'est-à-dire qu'il avait fait la Cyberforce, qui est donc l'histoire de personnages mutants qui se font enlever par une méga corporation maléfique, qui les transforme en super soldats. Voilà, classique. Ils s'évadent, ils montent un petit groupe et ils décident d'aller combattre la corporation. D'ailleurs, au niveau freudien, c'est rigolo de se dire qu'en fait, c'est exactement le motif d'Image Comics, tu vois. C'est les petits gars qui se font, en fait, embaucher par une société evil, qui s'enfuient, qui se mettent en équipe et qui combattent leur ancien employeur. Il y a un petit côté un peu méta, je pense, à trouver là-dedans. Ce serait marrant de lui en parler. Alors, ce côté commando, cyber, ninja, etc., parce qu'il y a aussi des samouraïs, hein, évidemment, c'est cette grande période, très influencée par le cinéma d'exploitation, les films de ninja, les films de Schwarzenegger, l'énorme succès des comics X-Men aussi, parce que beaucoup des premières séries Image, en fait, dérivent vachement de l'écriture de Claremont,
Et de ce côté, il y a des corpos un peu partout. C'est des groupes un peu de outcasts qui se mettent ensemble et qui vont péter des gueules. Et ben Cyberforce, c'est un peu ça. C'est la Wildcat ou la Youngblood de Mark Silvestri et de son frère, Eric Silvestri. Ça a duré assez longtemps. Alors au départ, ils avaient fait une mini-série parce qu'ils étaient pas sûrs que le concept prenne. Après, ils ont fait une série régulière. Le titre, il est quand même connu parce qu'il a fait marquer aussi les premiers pas de David Finch, qui est un artiste vedette qui a fait du Moon Knight, qui a fait beaucoup de Batman, The Dark Knight à l'époque des New 52. Et c'est un peu même un élève assumé du style Silvestri. Hein. C'est un peu comme oui, Silvestri, Jim Lee, tout ça. C'est un peu comme Capullo avec McFarlane, tu vois. C'est c'est les poulains qu'on a mis en avant et tout. Alors moi, cette série, très honnêtement, je pense pas que ce soit le meilleur truc qui soit sorti de l'école Image Comics ou de la bibliographie de Silvestri. C'est pas pour rien qu'on retient plus dans le présent Witchblade et Darkness. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est un témoin de son époque. C'est même assez rigolo de le comparer justement à Youngblood ou à Wildcats. Pour voir un peu qu'est-ce que l'un a réussi, qui est le clone, qu'est-ce que l'un, a fait de mieux que l'autre. Ça a duré quand même pendant plusieurs volumes. Ça a même, c'est passé de main en main à un moment donné. Il y a une vraie continuité, il y a une vraie évolution. Les personnages musclés comme on aime, pour ceux qui sont nostalgiques de cette période-là. On en est au tome 3 et réflexion en fait pour chaque tome de la série Cyberforce. Fait des variantes, ouais. Fait une variante Todd McFarlane évidemment qui est limitée à 150 exemplaires. Alors là actuellement on vous en parle, je pense qu'elle a dû être épuisée parce que c'est en précommande depuis quand même un bon mois. Donc voilà, enfin, en tout cas les couverts sont jolis. Réflexion qui fait aussi d'autres séries de cultes des années 90, notamment Aphrodite 9 de David Finch, voilà, sur laquelle Stepan Segic a dessiné aussi. D'ailleurs c'est quelque part un comics un peu plus original que les autres. Aphrodite 9, bon, ça reste quand même meuf sexy, robot, machin et tout, mais voilà, c'est intéressant de se rappeler que ça existe et que c'est édité en français, comme beaucoup d'ailleurs d'autres héros des années 90, puisque c'est une œuvre qui a été bien ravivée récemment. Ouais, moi c'est vraiment cool de se dire qu'en tout cas que pour ceux qui ont connu ça peut-être, parce qu'il me semble que, alors je sais plus, mes connaissances sont limitées vu que j'ai été dans mes couches à ce moment-là, quoi. Mais je sais pas si c'est Semic peut-être qui avait édité Cyberforce avant ou édition USA peut-être. Ouais, c'est ça. Mais faudrait voir. En tout cas, pour les personnes qui ont connu ça avant, c'est toujours une bonne occasion aussi de revoir en fait, parce que de toute façon, c'est aussi que ce genre de travaux de réédition en fait, ça permet juste de garder une trace en fait, et ça c'est important en fait. Oui, pour le patrimoine, ne serait-ce que voilà, de garder le patrimoine parce que c'est peut-être terrible de le dire, mais oui, les années 90 vont devenir du patrimoine aussi à un moment ou un autre. C'est plus si proche de chez nous que ça ne l'était à un moment, et donc c'est important de pouvoir garder des traces, parce qu'il y a aussi The Max que Réflexion fait de Sam Keith. Il y a Razor qui a alors un truc très violent, ça, pour le coup. très truc. Mais personnellement, moi, ça me plaît, tu vois, en fait, d'avoir ce genre de truc qui existe. Et pareil, tu vois, s'il y avait Warrior Nun, enfin, quelqu'un qui voulait faire en VF les Warrior Nun, je trouve que ça reste. C'est curieux que ça a pas été fait à l'aune de la série Netflix, d'ailleurs, parce qu'apparemment, elle a eu un petit succès. Ouais, mais c'est tellement différent, ça a rien à voir. Tu mets Warrior Nun sous la cover, hein, tu sais. Ouais, mais les gens, comme tu dis, voilà, on prend pas les gens pour plus bêtes qu'ils ne sont. Ils feuillettent le contenu, ils voient que ça n'a absolument rien à voir, et dans dans le style graphique, et surtout dans la direction que la série télé, qui est un truc young adult, machin, très très différent. Non, ça, le décalage, tu sais, c'est comme avec cette série dont on revient souvent. Tu sais que c'est un roman graphique en noir et blanc ultra dépressif où le mec il est quasiment tout seul, et ça devient Daybreak. Daybreak, et ça devient une sorte de Mad Max Fury Road au lycée. Vraiment, c'est vrai que c'est curieux qu'ils aient acheté les droits pour en faire ça. Ça ne marche pas, tu vois. Donc je pense que ce sera un petit peu la même chose comme ça. Allez, on continue dans la VF. On a pas mal de trucs à débriefer un petit peu du côté de Urban Comics, notamment l'arrivée du Batman First Night de Dan Jurgens et Mike Perkins en DC Black Label, et donc le Ray Flavors de Ramvé et Felipe Andrade, qui a été renommé, il faut que je retrouve le titre. Le dernier festin de Rubin. Voilà, le dernier festin de Rubin. Corentin. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Arnaud? Tu me dis, je peux faire le pitch. Non, vas-y. Alors, The Batman, du coup, c'est une mini en Black Label, donc le format classique Black Label, 3 numéros étendus. C'est en fait l'histoire, c'est Dan Jurgens qui se pose la question, qu'est-ce qui serait passé si on avait fait des comics dans les codes de la modernité en prenant le premier Batman, donc le Batman fondamental, celui de Detective Comics 27, qui a les grandes oreilles, qui n'a pas de Robin, qui n'a pas de Alfred non plus, puisque Alfred a été inventé après. Et il comprend en fait ce paysage de la Grande Dépression avant la Seconde Guerre mondiale pour imaginer une Batman Year One. Voilà, accompagné par Mike Perkins, qui a été notoirement l'artiste de Swamp Thing, de la série Swamp Thing par Ramvé. Voilà, donc c'est un titre plutôt intéressant, plutôt, à mon sens, pas forcément très nouveau,
puisque en fait c'est compliqué de réimaginer encore les origines de Batman sous un angle moderne. Là, il prend un peu le paysage des pulps, on va dire. C'est un Batman qui est peut-être un peu plus violent, enfin plus violent. Disons qu'il est plus horrifique dans les codes de cette période-là. Voilà, chiens électriques, les monstres, c'est vraiment des mutants avec des gueules pas possibles. C'est pas du tout le Batman qui affronte le Joker, qui affronte le Riddler, même qui affronte la mafia. Hein, quelque part, c'est pas du tout l'objectif de l'album. Et le leitmotiv, c'est justement, on se rappelle que le Batman de l'époque, il avait un flingue à la ceinture. Enfin, pas dans Detective Comics 27, mais ensuite il a eu un flingue à la ceinture. Et Jurgens intègre ça à sa narration en disant comment en fait Batman, après sa première apparition, en est venu importer un flingue à la ceinture. Et donc ça, c'est l'objectif de la série, on va dire. Donc voilà, en ce qui concerne le dernier festin de Rubin, ou Rare Flavors en français, c'est l'histoire d'un personnage assez énigmatique, qui est plutôt gros, qui a des lunettes, on ne voit pas ses pupilles, un petit chapeau, et qui aime bien bouffer. Et donc en fait, il va... ça se passe en Inde, ça se passe à Bombay, je crois, dans l'Inde de Ramvé, donc c'est un peu mystique, chargé de passé, chargé de sens, chargé de couleurs, et aussi d'une certaine mélancolie. On a ce personnage de goûteur culturel, j'aurais envie de dire, qui en fait se prend de passion pour la cuisine et veut réaliser une sorte de documentaire gastronomique, gustatif, un peu comme les émissions de cuisine de Anthony Bourdain, de tous ces machins-là. Donc il va aller recruter en fait un metteur en scène qui a renoncé à sa carrière de metteur en scène suite à une sorte de désespoir personnel où en fait il s'est aperçu qu'il pouvait pas faire ce qu'il arrivait à faire. Et les deux vont se trouver dans une sorte d'amitié assez étrange autour justement de ce thème de l'Inde. Est-ce que tu veux faire mon film? Mais il y a une scène comme ça justement où il le recrute. Et donc en fait, au départ, la série passe pour une exploration de la cuisine indienne, donc, du patrimoine culturel indien. Et en fait, on réalise vite que c'est plutôt une histoire qui va parler de la solitude, du rapport à la passion, puisque spoiler alert, est-ce que je peux gâcher un élément du truc? Ah bah non. D'accord. Pas alors que ça vient d'être Bon bref, du coup, on va dire que Rubin a un secret et ah oui, voilà. non, ouais. Et qu'en fait voilà, ça nous renvoie aussi à des conceptions plus ésotériques, plus dans le rapport à. C'est en fait voilà. Il y a une touche de fantastique qui est de nouveau présente, de fantastique / mythologique. Voilà, la raison pour laquelle ça arrive chez Urban et pas chez iComics qui a With Savage Shores et Dawnrunner, c'est qu'en fait c'est vraiment le complément de Layla Starr et de Graffity's Wall. Oui. Voilà, c'est Ramvé qui explore les fantômes, enfin les couloirs plutôt de la culture dont il est originaire, avec justement cette touche de poésie, cette touche de mélancolie. C'est un peu comme pour Jeff Lemire, tu vois, où il y a aide-moi, merde, cette édition française qui a tous les Jeff Lemire qui dessinent lui-même. Futuropolis. Voilà, Futuropolis. Alors pas tous parce que Sweet Tooth sauf Sweet Tooth chez Urban. Voilà, Futuropolis par exemple, il se spécialise dans et Comics Initiative à Lost Dogs, donc voilà, c'est pas tous. Futuropolis se spécialise dans ce Jeff Lemire plus écorché vif, qui parle plus du Canada, qui est plus dans l'intériorité et tout. Urban Comics préfère le Ramvé en fait de cette école de dessin, de cette école parce que c'est très particulier au niveau du dessin. C'est encore une fois un peu Sienkiewiczien, c'est encore une fois très coloré, très beau, très dépouillé et en même temps chargé de détails. C'est vraiment une Inde qui vit, tu entends en fait les bruits de l'Inde quand tu lis cet album, tu sens les odeurs aussi, ça donne vraiment envie de bouffer. Par contre, il y a des vraies recettes de cuisine, de plats traditionnels de là-bas. Donc pour l'instant, c'est pas fini parce que c'est en 6 numéros, on a que 4 qui sont sortis en VO. Donc Urban va très vite pour coller à la sortie du trade en version américaine. Ce qui est très cool, enfin on voit que ça les passionne, on voit que Ramvé est un sujet qui prend en plus en France et qui intéresse beaucoup la collection Urban Comics. Donc c'est chouette, j'ai envie de dire. J'aurais préféré que vous soyez plus nombreux à lire Graffity's Wall, malheureusement. Comme ça, on aurait pu avoir une réédition en plus grand format. Mais c'est vraiment du même tonneau. C'est une sorte de trilogie, Graffity's Wall, Layla Starr et Rubin, qu'il est bon de lire si vous aimez ce Ramvé. Disons que là, t'as plus de logique à avoir en fait un diptyque vu que c'est avec la même équipe, avec vraiment la même équipe créative et que c'est. Oui, mais le rapport à la terre est le même quand même, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et le rapport à l'art. Tu vois, on pourrait dire que Graffity's Wall c'est la jeunesse. Layla Starr c'est la mort et Rubin c'est plus qu'est-ce qu'on fait entre les deux, tu vois. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait? On va manger. Exactement. Et on fait des documentaires gastronomiques. Et pour parachever quand même, parce que tu connais Monsieur Tatillon, c'est moi. T'as Royal City aussi, voilà, c'est ça. Qui est dessiné par Jeff Lemire chez Urban. Et je suis un gros casse-couille. Je connais les maisons d'édition et quels sont les titres édités. C'est pas grave, Corentin. Allez, justement, on continue. Tu peux enchaîner là? J'enchaîne complètement. Allez, pour aller vers quelque chose d'un peu moins
élitiste, si on peut utiliser ce nom. Et là, Corentin soupire, mais c'est parce que je joue au bingo. La bonne BD, c'est élitiste. Moi, j'aime bien Weasley. Et Ultra Méga parce qu'il se met des grosses patates. Oui. On est complètement. C'est comme ça qu'on se complémente. Oui, tout à fait. Mais du coup, c'est vrai que c'est peut-être plus moi qui devrais en parler, mais en fait, j'ai envie de te laisser la parole pour parler donc des deux arrivées de Duke et Cobra Commander, enfin Commander Cobra, qui viennent donc. Non, Cobra Commander. Cobra Commander, pardon, chez Urban Comics, donc qui arrive cet automne après le lancement de l'Energenverse cet été avec Void Rivals et Transformers. D'ailleurs, je sais même plus si on a parlé des blind packs de Transformers. Oui, on en a parlé. On a eu un micro débat. C'était quand on était dans ton lit. Ah, yes, ce fameux podcast au show. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens ils imaginent des trucs bizarres, je pense. On était dans son lit pour faire le podcast, pour pas déranger sa colocataire. On n'était pas en train de. On était habillés. Bon, on aurait pu faire les deux. Il y a rien qui nous en empêche. Donc on en a parlé. Mais c'est pas le sujet. Voilà. Et les séries de G.I. Joe arrivent. Yes, avec les deux premières forcément qui sont celles qui ont démarré aussi chez Skybound de l'autre côté, puisque c'est le partenariat qui lie donc Skybound à Hasbro et maintenant donc avec Urban. C'était la condition sine qua non a priori de l'accord de toute façon des droits en fait d'exploitation à l'étranger. C'était si tu fais Void Rivals et Transformers, enfin tu les fais toutes quoi, donc forcément ces séries là seront aussi proposées dans un univers en fait qui se construit série après série, c'est-à-dire que une scène de Void Rivals 1 amené au début de la série Transformers et les événements du deuxième numéro de Transformers amènent en fait aux événements de Duke et par ricochet en fait ça mène aussi à Cobra Commander parce que c'est dans un monde en fait où G.I. Joe n'existe pas forcément en tant que tel en fait, donc ça va vraiment être la naissance de comment les événements, parce qu'il faut se dire que pareil pour les Transformers en fait on est vraiment dans un univers partagé qui se crée des nouveaux donc les Transformers, les Autobots et les Decepticons ont une histoire, mais elle nous est racontée d'un point de vue en fait on n'a pas le passif, on connaît pas, et donc quand les Transformers débarquent sur Terre avec le lancement de la série de Daniel Warren Johnson, c'est aussi un traumatisme pour l'humanité qui s'aperçoit qu'en fait il y a des putains de robots géants qui sont sur la planète et qui foutent le bordel et c'est dangereux, et donc en réaction à ces événements qui sont on imagine que si ça arrivait aujourd'hui ça bouleverserait quelque peu l'ordre géopolitique au niveau mondial, et c'est aussi comme ça que certains vont soit être, alors il y a un peu de on va dire de thriller, de polar, de chasse à l'homme avec Duke, et quelque chose de plus d'un peu plus sombre et de vraiment de monter c'est aussi une thriller et un thriller et une chasse à l'homme, mais il le présente un peu plus comme quelque chose d'horrifique en tout cas mais avec Cobra Commander quoi. Ok, alors tu disais que tu voulais en parler, moi j'avoue je n'ai pas encore lu la série Duke. Cobra Commander. Duke, c'est vraiment cool. Très vraiment seul contre tous et tout. Pareil pour Cobra Commander, en fait. Ok. Donc c'est Joshua Williamson qui écrit les deux séries, donc grand architecte de chez DC Comics et auteur de Darkrai, de Birthright, des Rogues qui sont aussi disponibles chez Urban Comics. Et que vous n'avez pas sûrement pas beaucoup lu celui-là, je crois. Super mini en 4 numéros, qui a une fin un peu abrupte, mais qui est très très cool. Donc alors, effectivement, on démarre l'univers. On a donc le principe de Skybound qui va être de faire chaque fois une série sur un vilain, une série sur un méchant, sur un gentil, sur un héros, ouais. Excuse-moi. Donc les prochaines séries qui seront sur le Destro et sur Scarlet, qui arrivent là, qui sont en route. Duke, donc c'est considéré plus ou moins comme le premier héros de la lignée de G.I. Joe avec Snake Eyes, puisque il est là dès la première ligne de suite de jouets G.I. Joe en 83. Il a toujours été là dans chaque roster. C'est un génie de la tactique militaire, instructeur militaire, super espion, super soldat, etc., qui va être recruté pour devenir le numéro 2 de l'équipe des Joes. Voilà, donc c'est une bouille connue pour les fans de cette mythologie. De son côté, le Cobra Commander, alors généralement c'est le boss de fin. Là, il se trouve qu'en fait on t'explique que pas forcément. C'est l'ascension en plus là pour voilà, c'est ça. En fait là, quand ça commence, c'est plus ou moins le sbire d'un autre vilain très méchant qui a un nom à coucher dehors. Je vais pas réussir à le retrouver malheureusement. Et qui en fait, effectivement, la série fait peut-être plus horreur parce qu'elle est très graphique. Il y a quand même, c'est du G.I. Joe pour adultes. Il y a du sang, il y a des morts. On sent que Cobra Commander c'est un homme avec un plan. Et donc effectivement, voilà, il a ce côté pareil, seul contre tous, où il va devoir monter un petit peu le Cobra dans son coin. Et ouais, c'est une bonne série. Graphiquement, ça ressemble un petit peu à ce qu'avait fait Lorenzo Di Felici sur Oblivion Song en termes de l'utilisation de la couleur et de l'épaisseur du crayon, hein, pas en termes de, il y a pas d'arbre gigantesque ou quoi. De bons projets, comme la série Transformers de Warren Johnson, hein, c'est des comics à licence qui se foutent pas la gueule du public, ou qui vont pas juste dans le sens du fanservice. C'est assez engageant, c'est plutôt chouette. On voit que du coup Urban reproduit bien le principe de Skybound d'avoir le gentil et le vilain et le héros d'un côté. Le gentil et le vilain d'un côté, pardon. Et que du coup les deux tomes sortent le même jour. Donc voilà, si vous êtes fan de G.I. Joe,
Même pas forcément d'ailleurs, si vous êtes fan de Joshua Williamson. Non, parce que oui, ça te demande pas d'avoir en fait des prérequis pour G.I. Joe. J'ai même envie de dire que ça va peut-être pas forcément aller dans le sens des fans, puisque effectivement, c'est quand même, c'est pas les piou laser du dessin animé, tu vois. C'est pas genre, ouais, il est méchant. C'est plus un truc plus complexe, avec une écriture plus épaisse, plus humaine, plus adulte, en fait. Et c'est moins, et on peut le dire quand même, c'est moins con que les films qu'on nous a proposés ces dernières années. C'est infiniment moins, mais ils sont très cons quand même, ces films. Parce que Moi, j'ai vu que les 2 premiers, j'ai pas vu Snake Eyes, et je me regarderai bien. Mais oui, bien sûr. C'était naze. Mais même les vieux comics G.I. Joe, je veux dire, la fameuse série de Larry-Hama. Voilà, Larry-Hama, qui était déjà vachement plus intelligente que ces films-là. En fait, les trucs les plus cons chez G.I. Joe, c'est le dessin animé, qui est culte, pourtant, et les films. Mais en vrai, il y a matière à s'amuser. Le truc, c'est qu'évidemment, quand un scénariste arrive et qu'il voit Ninja Noir, Ninja Blanc, le Cobra Commander, les Force Cobra avec leur tank laser et tout, évidemment, il a plutôt tendance à aller vers la série B. Là, c'est pas le cas. Tant mieux. Et les autres annonces, parce que c'est vrai que Urban a présenté tout son programme pour l'été, enfin la fin de l'été et la rentrée à venir, et notamment il y a aussi Urban Blast qui continue de se développer, donc le format souple à rabat qui reprend un peu la succession de Urban Link et quelque part un petit peu de Urban Kids, même si cette collection, il y a des choses qui continuent, en tout cas, où ça peut être réimprimé, mais on a eu d'ailleurs, faudra qu'on vous reparle de Phénoména, qui est pour moi toujours aussi chouette par rapport à la VO, même si pour le coup elle est moins grande, et ça c'est quand même terrible. J'espère que si un jour il y a une intégrale des Phénoména, ce sera en format Urban, parce que les planches de André Lima Araujo en noir et blanc, s'il vous plaît, c'est une dinguerie. Mais voilà, ça continue. Alors. Ça continue cette collection, et il y a des choses, en fait, il y a des choix de titres plutôt surprenants. À commencer peut-être par le quotidien, l'étrange quotidien de Christopher Chaos, un titre de James Tynion IV et Tate Brombal, qui est notamment celui qui a fait le spin-off House of Slaughter de Something is Killing the Children, et qui est illustré par Isaac Goodhart. Il me semble que toi tu l'avais lu, en tout cas. Non, tu ne l'avais pas lu. Non, c'est l'un de mes manquements. Non, mais parce qu'il était paru, il avait démarré sur Substack, tu sais, c'était à l'époque où quand il y avait eu le gros, comment dire, les grosses valises. L'immigration. Ouais, non, je pensais juste aux les grosses valises de thunes qui ont été déposées auprès des auteurs pour qu'ils fassent leurs comics sur Substack. Donc, il y a eu vraiment tout un tas de lancements, Love Everlasting, ça avait été Public Domain. The Public Domain de Chip Zdarsky. Donc, tous ces titres ont fini ensuite par être édités en physique. C'est chez Dark Horse que The Oddly Pedestrian Life of Christopher Chaos est sorti. C'est l'histoire d'un adolescent. Je voulais le résumer parce qu'effectivement c'est pas un film, pardon, c'est pas un comics que j'ai lu non plus. Son esprit brillant lui permet d'accomplir des merveilles qui dépassent les limites de l'imaginable. Malheureusement pour lui, ses compétences hors du commun sont aussi la source de bien de problèmes dans sa vie. Quand un jour le tombeur de son lycée s'avère être un monstre tout droit sorti d'un film d'horreur, Christopher est plongé dans un monde rempli de créatures et de légendes, menacé par une secte de chasseurs bien déterminés à tous les éliminer. Alors, dit comme ça, en plus, j'aurais vraiment l'impression que c'est un spin-off de Something is Killing the Children, mais vu que c'est chez Boom et que là c'est un titre chez Dark Horse, j'imagine que ce n'est pas le cas, vu qu'on parle de nouveau de monstres et de chasseurs de monstres, mais bon, c'est un petit peu différent, mais on est quand même toujours dans ce croisement, et d'ailleurs, moi je me pose la question, mais est-ce que avec le choix de publier Christopher Chaos en Urban Blast, ils refont pas l'essai / l'erreur qui a été fait avec Something, qui était sorti en Urban Link au départ, et qui a finalement été abandonné dans ce format pour ressortir en cartonné normal. Ouais. Après là, de ce que je comprends, c'est quand même plus léger comme c'est. Ça a l'air dans le résumé aussi, mais je t'avoue que le manquement, c'est que je suis pas allé un petit peu juste regarder les previews pour voir si effectivement c'était aussi graphique que ça. Mais en tout cas, voilà un premier choix. Enfin, disons que là ils ont annoncé 3 titres qui sont pas du tout donc des DC. C'est vraiment ça, à chaque fois c'est du de l'indé qui vient du creator own de chez Image. Il y a un autre titre qui s'appelle Night qui nous vient de Wyatt Kennedy, qui est un scénariste qui a fait un excellent titre qui s'appelle Bolero, qui est resté inédit en France et qui est vraiment un peu le pendant exploration du multivers en BD façon Everything Everywhere All at Once, avec une femme en fait qui découvre les différentes vraiment un peu différentes versions d'elle-même et les vies qu'elles ont. C'était vraiment super. Et donc c'est dessiné par Louis Formizano.
qui avait débuté d'ailleurs chez Image Comics, je crois, avec ce titre Night, donc qui était présenté à l'époque, c'était présenté comme un croisement de fantasy urbaine avec du Scott Pilgrim, grosso modo, quoi. Donc tranche de vie adolescente, Très bien. mi absurde comme ça, mais avec un univers où bah voilà, il y a des vampires, il y a ce genre de choses là. Donc ça nous parle du jeune Vince Okonma, qui est devenu orphelin, a emménagé en Floride avec un cousin qui est secrètement en fait un mercenaire et un colocataire développeur de jeux vidéo et qui est la plus grande vampire ayant jamais vécu. Donc voilà, tu vois, tu te places vraiment dans une situation alors c'est pas forcément de la colocation parce que c'est dans un bah si, c'est un peu ça en fait, c'est de la colocation, pardon, de gens bizarres, mais pas de gens bizarres comme de vivre en colocation avec moi, tu vois, c'est de gens bizarres, genre c'est des vampires, quoi. Ouais, comme iVampire. iVampire, ouais. Ouais, une série que j'éditerai aussi avant de couler ma boîte. C'est ça. En omnibus, pour le coup, tu pourrais aller faire celle-là. Mais en Urban Blast, je pense que ça aurait tout à fait sa place. Urban, si tu m'entends, mon pote, il faut qu'on parle. On a des idées en commun. Je suis pas sûr que vous ayez ce genre d'idées en commun pour le coup, hein, pour vous connaître tous les deux, mais iVampire en Urban Blast, ouais. Ah, t'as vu, là, il hésite. Là, moi, attends, mais c'est une mauvaise idée, normalement, Corentin, il a des mauvaises idées, éditorialement. En fait, celui-là, il est pas non, celle-là, elle est pas si déconnante, quoi. Après, c'est juste que le coche est loupé de 10 ans, quoi, mais. Ouais, pas forcément besoin d'avoir toujours une série télé. Regarde, Night, c'est une série pour télé, pour un truc iVampire, quand même, c'est mieux. Mais Night, c'est bien, c'est un album, c'est une série relativement courte, je pense. Donc, t'en as oublié une, là, du coup? Ah oui, et donc la troisième, et ça, je vais te laisser la parole sur celle peut-être qui a été la plus surprenante, je sais pas, mais L'Assassin Royal, donc une adaptation en comics par Jody Houser et Ryan Kelly avec Jordi Belair aux couleurs d'une œuvre littéraire en fait signée à Robin Hobb. Est-ce que tu peux nous en parler, parce que moi je connais absolument pas. Pour le coup, je suis. Vrai, tu connais pas? Pas du tout. Pas du tout. Bah écoute, c'est pas très compliqué en fait. C'est l'histoire. Bon, c'est un monde de fantasy. Donc évidemment, c'est plusieurs cycles. Je veux dire, c'est tout un cycle. C'est plusieurs cycles. L'assassin royal ou l'assassin du roi ou The Royal's Apprentice, je crois, The Assassin's Apprentice en VO. Donc c'est un cycle. Enfin, c'est 3 cycles littéraires qui racontent l'histoire d'un jeune garçon qui est né d'ascendance royale. C'est un bâtard qui a donc été procréé par. C'est Jon Snow. Il y a un peu de ça. Enfin, c'est pas noir, c'est pas de la dark fantasy, mais il y a un peu de ça, ouais. Donc, c'est le roi chevalerie loin-voyant qui, en se rendant pour une visite diplomatique au peuple des montagnes, va, en fait, tomber amoureux coucher avec une nana sur place, avoir un enfant, et cet enfant va être élevé dans la tradition du peuple des montagnes jusqu'à ses 6 ans. Un jour, sa mère considère qu'elle n'a plus besoin de faire le travail. Elle l'amène à la cour du roi. Le roi, abdique parce qu'il a fait un truc qui est pas cool, quoi. Il a engendré une lignée, illégitime. Et donc, en fait, on va élever le gamin à devenir un assassin. Dans un monde où, en fait, il n'y a pas forcément l'apparat classique du médiéval fantastique. Il n'y a pas forcément tout le bestiaire qui va avec. Mais il y a un peu de magie, sachant que la magie métaphorique, c'est plus de la magie artistique, on va dire, ou discursive. Voilà. Et il y a une sorte de prophétie qui indique que ce personnage-là va, en fait, probablement devenir quelque chose qui va perturber l'ordre établi. Un peu à la Fire Emblem, tu vois, où il y a des grandes familles, et en fait, t'as un héros un peu accidentel qui arrive, et tout le monde, grosso modo, est pas d'accord, parce que lui, en fait, si jamais on le laisse faire, ça va devenir le héros de la légende, qui va contester, justement, la façon dont on fait les choses depuis des siècles, voire des millénaires. Alors, donc c'est Fitz chevalerie. Fitz, ça veut dire le bâtard de chevalerie, donc le bâtard de son père. Alors, voilà, moi je vous en parle comme si j'étais un expert, mais en vrai, c'est vraiment du résumé Wikipédia. On n'y a vu que du feu. Voilà. Ça a donc été, c'est un grand succès quand même, ça a duré pendant plus de 20 ans. Ça a été, je crois que c'est 19 tomes en tout et pour tout. Ouais, et des commentaires que j'ai pu voir, c'est apparemment très 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 bien. Mais oui, il paraît. Alors voilà, l'adaptation en comics a commencé il y a pas très très longtemps chez Dark Horse. C'était en 2022. Ils ont fait une première série de 6 numéros qui, de ce que je comprends, adapte le premier tome, ou peut-être une moitié d'ailleurs, et une deuxième série dans la foulée qui a été faite en 5 numéros. Alors je sais pas si ça a pas assez marché pour mériter un nouveau 6 numéros ou si c'était juste une question de choix. Là, Urban donc s'engage dans ce projet qui donc concernera au moins 2 tomes, puisqu'il y en a 2 qui ont été faits en version originale, mais sachant que le tome 2, enfin la deuxième série, c'est l'année dernière. Donc le temps que Jody Houser remette la machine en route, que Ryan Kelly se débloque du temps, on n'aura probablement pas la troisième série avant l'année prochaine, et donc ça nous ramènerait à 2026 en version française. Donc faut savoir dans quoi on s'engage. Moi j'aurais envie de dire que si, genre j'ai pas lu la série encore en question,
si ça adapte le premier tome qui apparemment est vraiment une très bonne, un truc assez complet, parce qu'au départ, Robin Hobb, qui a fait donc la saga littéraire, voulait faire juste un tome ou un cycle, et en fait, face au succès et aux portes qui s'ouvraient devant elle, elle a décidé de vraiment multiplier, étendre l'univers jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de très grand et de très long. Est-ce que ces deux séries sont entre guillemets autosuffisantes? Est-ce qu'on a bien le début, le milieu et la fin? Est-ce qu'on suit bien l'assassin royal dans ses missions, son entourage, la découverte du sens de sa vie, etc. Parce que c'est un peu ça l'objectif, c'est un roman d'apprentissage au départ. Peut-être. Je sais pas trop pourquoi est-ce que ce tome-là, ce projet-là en particulier a intéressé Urban, mais dans l'absolu, le cycle littéraire est respecté. Jodie Hauser est une bonne scénariste. Ryan Kelly, alors ne vous fiez pas aux couvertures qui sont extrêmement moches. C'est celle de l'édition Dark Horse, malheureusement, avec un effet de presque IA, de peinture numérique qui est très laide. Les planches à l'intérieur sont très jolies, hein. Ça ressemble un peu à du Fables ou à du Mark Buckingham. C'est tout à fait lisible. Du coup, tu viens de répondre à ta question. Quoi? Pourquoi Urban va dessus? Mais parce que il y a du Fable, en plus qui est réédité en petit format, donc t'as des accointances, tout simplement. Et ils essayent de développer là. Ils sortent juste avant d'un cycle aventure fantasy pendant cet été et tout ça. Alors même si on entame le polar, t'as aussi des affinités sur. Ils ont quand même bien développé les titres fantasy les 2 mois précédents, donc t'en rajoutes une couche en Urban Blast. Ce qui est génial, Corentin, c'est que il vient de répondre à sa question et ça c'est beau. Merci Sherlock. Sherlock Kikou. Excellent. Ouais. Allez Arnaud. C'est pas mon personnage. Allez, on en a terminé pour la partie. Des grosses conneries. On en a terminé pour la partie VF, donc on va pouvoir continuer avec la partie VO. On n'a pas énormément d'actualité non plus. C'est vrai qu'on pensait qu'on ferait une émission courte, mais en fait non. Pas plus que ça. Après, avec 20 minutes d'intro. Oui, non. Ceci dit, il reste pas grand chose, là. Non, plus grand chose. Mais quand même, la nouvelle qui, toi, te ravit du côté de la VO, ce sera, tu l'as dit, c'est Focus Pulps du mois prochain, c'est sûr. On va le mettre dedans et tout. Si tu fais pas ça, je te nique la gueule. Un truc comme ça, vraiment, c'était très virulent. C'est toujours prévu. C'est très virulent. La nouvelle série des Super Nanas par Kelly Thompson. Tout à fait. Alors bon, on va pas répéter à chaque fois, mais donc Dynamite Entertainment associé avec le Warner Bros. Consumer Product Groups pour donc l'espèce de bataillon qui gère les licences Warner Bros. Et les partenariats, qui généralement travaillaient jusqu'ici avec IDW Publishing, notamment pour les comics Super Nana, parce que c'est pas une nouveauté. Hein. C'est associé à Dynamite pour faire de nouvelles adaptations des franchises Hanna-Barbera. Et Hanna-Barbera, si beaucoup de gens résument ça à Scooby-Doo ou au Fou du Volant, etc., en fait, il y a un univers qui est très très riche. Et effectivement, les Super Nanas tombent dans l'escarcelle de Hanna-Barbera, puisque la production de la série animée Craig McCracken. Est-ce que j'ai besoin de présenter ce que sont les Super Nanas? Non. D'accord. Bulle, Belle, Rebelle. Non, c'est Belle, Bulle et Rebelle. Belle, Bulle, Rebelle. On est les Super Nanas. Mais elles disent pas ça du tout. Si. Pas du tout. Dans ma version bootleg. Du sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Ça, c'est le générique, ça. Ouais, je sais pas. T'as pas regardé? Oh non, c'est incroyable. Est-ce qu'on doit revenir encore sur le fait que j'avais pas le droit de regarder la télé ou pas? Attends, moi, ça, je l'ai pas vu quand j'avais 3 ou quand j'avais 4 ans. Je l'ai vu plus tard, le Super Nana, c'était hyper bien. Et c'est super intemporel, et c'est génial, et ça tue. Donc, c'est l'histoire d'un professeur qui veut créer les 3 petites filles parfaites. On sait pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être qu'il arrive pas à avoir d'enfants. Et donc, il crée, donc, il met du sucre, il met des épices, il met des tas de bonnes choses. Donc, c'est des petits jouets trop mignons et des glaces et tout. Et en fait, sans faire gaffe, il touille le bouillon et il pète, comment ça s'appelle, Arnaud, toi qui est scientifique? Un tube à essai, un truc qui est triangulaire en bas. Ah, triangulaire en bas, c'est un Erlenmeyer. Il pète un Erlenmeyer qui contenait l'agent chimique X qui se déverse dans le bouillon. Et du coup, apparaissent les Super Nanas, qui donc sont 3 petites filles parfaites, mais qui ont des super pouvoirs. Elles sont trop fortes, et elles sont trop belles, elles sont trop bien. C'est Belle, et c'est Bulle, et c'est Rebelle. Très bon jeu de mots d'ailleurs en anglais, Belle, Bulle et Rebelle, tu vois, parce que c'est les rebelles, mais en même temps, c'est rebelle, tu vois. Elles combattent le crime dans la ville de Townsville, ce qui veut littéralement dire la ville de la ville de la ville. Voilà, Mojo Jojo, il est trop bien, il le voit du Captain Haddock. Donc Cartoon Network après a développé cet animé, mais il a bien été produit sous pavillon Hanna-Barbera, et donc effectivement il y a déjà eu beaucoup de comics sur Super Nana, notamment une très longue série de 70 numéros chez DC, qui reprend en fait vraiment le principe de l'animé. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas d'évolution d'un épisode à l'autre, c'est vraiment juste les Super Nanas vont vivre telle aventure aujourd'hui, et elles auront toujours ce graphisme avec leurs très gros yeux, leurs petits bras, leurs petites papates parce qu'elles n'ont pas de doigts. Voilà, c'est intemporel et c'est génial, et tu peux en faire 1 milliard et ce sera toujours aussi bien. Et il faut savoir que Kelly Thompson, qui est donc une grosse fan des Super Nanas parce qu'elle a grandi avec, elle a le bon âge pour, quand elle était à la fac, elle avait commencé en fait à candidater pour écrire des épisodes des séries animées, parce qu'il y a eu plusieurs volumes en fait des Super Nanas, et elle avait même commencé à faire des storyboards de plusieurs épisodes qu'elle voulait en fait envoyer à la production. Donc pour elle, c'est un peu un rêve d'enfant, et quand elle a appris
qu'il y avait ce partenariat avec Hanna-Barbera et Dynamite. Elle a candidaté tout à fait pour faire ça. Alors au niveau du graphisme, c'est Paulina Ganucho, je crois. Ça pourrait être n'importe qui, on s'en fout, puisque l'objectif, ça va être de reproduire l'esthétique du dessin animé. Ça, c'est vraiment un truc. Du moment que vous savez imiter le coup de crayon de Craig McCracken, voilà, vous savez faire du Super Nana, il n'y a pas besoin d'avoir une patte graphique particulièrement travaillée. Après, c'est les valeurs de plan, c'est les angles qui vont faire... Faudrait vraiment pas, tu sais, qu'ils essayent de faire, on va faire une version moderne des Super Nana avec un dessin à la Jim Lee, tu sais, mais comme le projet de série CW bizarre live action. C'est ça que je réagissais. Je croyais que tu faisais une vanne là-dessus. Bah, c'est pour rejoindre, de faire l'équivalent en comics de genre, imagine, on fait un reboot, Young Adult des Super Nana, où elles sont toutes ultra bressons, où c'est une série qui s'adresse à un autre public et tout. Ouais, après, ça marchera jamais, tu vois. Et ça a pas marché, d'ailleurs. Mais il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, le graphisme des Super Nana, j'ai envie de dire Tortue Ninja depuis on y vient après, les tortues. Le graphisme des Super Nana, en fait, est vraiment ce qui fait aussi le charme et la force de la série animée. C'est pas juste que c'est particulièrement bien écrit ou que c'est très original. Tu vois, c'est comme le laboratoire de Dexter. Ça aurait pas d'intérêt à être fait autrement qu'avec l'esthétique bien sûr. du labo de Dexter, tu vois, ou la voix de Dexter lui-même, c'est exceptionnel. Bref, donc, tout ça pour dire, c'est bien, c'est cool. Ce sera pas, comme justement les comics G.I. Joe ou les premiers comics Hanna-Barbera, une réinvention ou une version adulte de cet univers, et c'est normal, il n'y a pas besoin. En revanche, si quelqu'un veut, je sais pas si c'est Hanna-Barbera du coup, mais si quelqu'un veut faire un comics Samurai Jack avec peut-être une patte plus hauteur ou adulte ou sanglante, on n'est pas contre non plus. Voilà. C'est tout ce que j'allais dire. Et puis j'allais dire, oui, on y revient après aux Tortues Ninja. En fait, c'est pas les Tortues Ninja, c'est les Power Rangers, en fait. C'est pareil. Bah, c'est quand même pas trop la même chose. Les arts martiaux, ils ont des couleurs. Oui, c'est vrai. Au final. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu la même chose? Des coups de pied sautés. Non, mais du coup, la fin et le reboot, pour les Power Rangers. A priori, ça y est, ça sent le roussi. Quelque part, on est quand même obligé de se dire que Boom Studios fait en fait exactement ce que fait IDW Publishing avec un an de retard à chaque fois. Parce que la série pour Power Rangers s'est lancée avec, je crois, du coup, 2 ans de décalage par rapport aux Tortues Ninja, si je dis pas de bêtises. Et à l'époque, tout le monde avait fait la comparaison. Dans le sens où l'esthétique était quand même assez commune. C'était une façon de prendre les différentes générations des Power Rangers pour les agglomérer et dire il y a un multivers, et au final faire une très bonne série sur le temps long avec cette espèce de super migration d'artistes italiens qui sont tous venus faire des comics Power Rangers avec les couleurs vives, un trait ultra dynamique, des traits dessins animés et tout. Ryan Parrott, qu'on a fait beaucoup, Kylie Higgins aussi, qui après du coup a monté son Massiveverse en allant récupérer ses copains de chez Power Rangers, Melissa Flores aussi. Et d'ailleurs là, c'est Melissa Flores qui s'occupe de la fin de la série. Pour résumer où on en est actuellement, on est sur un arc scénaristique qui s'appelle The Darkest Hour, donc qui est un événement en fait en 12 numéros qui a été lancé l'année dernière pour coïncider avec les 30 ans de la franchise Power Rangers, qui donc a été lancée en 93 par Saban Productions. L'objectif c'était en fait de faire une sorte de bataille finale. Je vais pas m'amuser à vous expliquer qui est qui, mais essayez de suivre. Donc grosso modo, les Rangers devaient s'allier aux Dark Rangers, aux Dragon Rangers en l'occurrence, pour combattre Dark Spector. Dark Spector, c'est un peu le Thanos de cet univers-là, qui, on croyait au départ que il allait s'allier avec un autre personnage qui avait réussi à fracturer le grid qui leur sert à morpher. Du coup, il pouvait plus morpher, donc c'était un peu la merde. Au final, bon, on va pas tout spoiler parce que c'est pas encore sorti en VF, mais ça amorce l'idée que oui, ça y est, Dark Spector attaque la Terre. Il y a plus grand espoir de le battre. Et même si on le bat, on va vivre au milieu des ruines parce que en fait, ça a demandé des gros sacrifices et potentiellement la mort de plusieurs personnages. Voilà où on en est actuellement. Donc, on en est au numéro 118 en ce moment en VO. Ça va s'arrêter au numéro 122 et à The Darkest Hour 1. Ce sera donc le numéro de conclusion. Il y avait Darkest Hour 0 l'année dernière. Là, il y aura Darkest Hour 1. Et donc, c'est un crossover qui embarque. Alors, on va pas toutes les séries de l'offre Power Rangers, mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, on va dire que l'idée, ce serait un petit peu comme pour les Tortues Ninja. Voilà. De se dire, l'année dernière, on a fait tout péter en lançant le crossover qui va être déterminant pour notre run. Et maintenant, on revient au numéro 1 parce que quand même, 122 numéros, les gars, ça fait beaucoup de poussière sous les bottes. Il serait peut-être temps de repasser à autre chose, etc. Et en vrai, voilà. Moi, je vois très bien comment, en plus, on sait qu'ils sont proches, les équipes de Boom et IDW, pour avoir fait les 2 crossovers, Power Rangers Tortues Ninja, pour avoir même eu des artistes en commun par moment. Ce serait pas du tout idiot de se dire, les Tortues Ninja ils redémarrent à 0, c'est notre tour, et c'est vrai qu'ils n'ont pas tort. Il est peut-être temps effectivement de passer même à une autre génération de Rangers, parce que
quasiment les 122 numéros là, c'était que la première génération. Enfin, c'est pas vrai, il y a eu d'autres générations, mais c'était quand même majoritairement l'équipe de Tommy, de machin et tout. Moi, personnellement, qui suis plus fan des Rangers dans l'espace, par exemple, tu vois, c'est celle avec lesquelles j'ai grandi, et l'autre galaxie aussi, incroyable. Je serais pas contre de voir une nouvelle série qui démarre avec une nouvelle équipe. C'est tellement gros, enfin, il y a 30 générations de Power Rangers, avec tout, quoi, les insectoïdes, les pompiers Power Rangers, la sauvetage éclair, incroyable. La Time Force, tu vois, le Power Rangers alors, ils ont fait Voyage dans le temps, du coup. T'as une Dino Force aussi, mais je crois qu'ils ont peut-être eu des... Il y a la Dino Force, il y a les Turbo, il y a les Zeo, il y a tout. Donc, en fait, le potentiel est infini. Et effectivement, c'est vrai qu'on a quand même vu pas mal Rita Repulsa, Dark Spector, Alpha, etc. Ouais, mais tu vois, mais c'est pour bâtir une série de long terme qui a quand même vécu en non-stop pendant oui, 10 ans, bien sûr. Oui, mais moi j'ai envie de voir les autres générations. Voilà, Andros, le Ranger rouge. Non, ça c'est une marque Force de du fouet, ouais, incroyable. c'est une marque de compote. Avec quoi il s'appelait déjà? Zane, le Ranger d'argent. C'est incroyable. Super Silverizer. Ça tuait, ça. Tu vois, celui qui avait le droit de regarder la télé quand il était gamin. Les Power Rangers, mon gars, mais tous les jours. Je rentrais, hop, choc à pic. Je les enregistrais le matin. Des fois, je demandais à ma daronne, quand elle télétravaillait, de les enregistrer sur VHS. Et des fois, elle se gourait de chaîne et ça m'énervait. Je tombais sur Midi les Zouzous et tout. Je me disais, non, c'est pareil. Papa, je t'en veux tellement. Ouais. Allez, Corentin, on continue. Dans les autres nouvelles importantes qu'on a eues, c'est du côté de Frank Miller. C'est un gros coup de filet, mine de rien. Puisque donc Frank Miller Presents qui s'était lancé maintenant il y a 1 an et demi ou même 2 ans, 2 ans, avec la suite de Ronin, les titres Sin City, non, pas encore, ça on l'attend toujours, le Sin City à venir avec Milo Manara, mais aussi Ancient Enemies de Dan Didio, les NFT, les fameux NFT, mais enfin ils avaient fait ça au début puis ça s'est cassé. Ou ça pas, en même temps ils sont pas tombés au meilleur moment. Comme tous les trucs qui tentent de faire des NFT, mais en tout cas en fait c'est sorti en single issues, mais il n'y avait pas encore eu d'album en fait, de version collectée de ces séries là, et en fait on sait maintenant chez qui ça va se faire chez l'éditeur Abrams Comic Arts, donc une maison qui est spécialisée surtout dans les albums, dans les TPB et les hardcovers. C'est notamment chez eux par exemple que Phenomena est sorti, donc de Brian Bendis et André Lima Araujo, et en fait donc c'est eux qui ils ont sonné Cat State aussi. Ouais, oui, merci. Et ils ont signé en fait un gros contrat sur lequel en fait, alors déjà en plus apparemment Dan Didio n'est plus dans la partie, visiblement, mais en tout cas Frank Miller Publishing en fait, et donc ils ont un partenariat pour sortir les titres en album. Donc il y a notamment Ronin 2 qui va sortir et qui va être renommé en Ronin Rising. Et Pandora, qui est une série de fantasy adolescente qui est coécrite par Miller avec Chris Silvestri et Anthony Maranville. En fait, je pense que Miller a mis le pitch de départ et que c'est après les deux autres qui il a mis souvent sur la copie. Voilà. Et Emma Kubert qui illustre. Voilà, c'est ça, ouais. Qui illustra. Et le Hollywood Reporter qui annonce ça, donc c'est quand même que c'est un truc assez important à l'échelle de la BD américaine, dit que il se réserve le droit à en fait de continuer par la suite avec même l'édition de single issue, c'est-à-dire que Frank Miller Publishing va peut-être en fait simplement déléguer tout ce qui est vraiment la publication et se contenter en fait simplement de signer les contrats en fait de création à voir. Et ce qui et moi je me disais, mais alors c'est marrant parce que ça change, il y a des nouveaux partenariats qui se lancent. Nous en France récemment on a eu un gros coup de projecteur de Frank Miller avec la réédition en intégrale de Sin City en 7 tomes avec des éditions collector et aussi de 300 avec en plus un format comics et le format plus classique à l'italienne. Et je me demandais qu'est-ce que ça va changer. Et rien du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait celui qui gère Abrams Comic Arts, c'est la même personne qui gère qui gère Huggin et Menin, c'est Rodolphe Lacha, donc il s'occupe des deux structures. Et en fait maintenant à rebours tu te dis, mais en fait est-ce que la façon dont ils ont repris la publication des anciens Frank Miller en annonçant d'emblée qu'ils allaient publier les prochains bouquins de FMP, c'était pas juste une amorce pour en fait avoir une sorte de contrat global. Alors bien sûr les deux boîtes ne sont pas les mêmes et j'imagine que les bureaux ne se répondent pas et tout ça, mais tu dis qu'il y a quand même la même personne derrière, donc il doit y avoir une très bonne entente en fait simplement entre l'achat et l'agent de Frank Miller ou Frank Miller directement. Et ce qui est marrant, c'est juste vraiment pour l'anecdote, c'est que en plus Abrams Comic Art va sortir aussi 2 éditions pour Ronin Rising. Il y aura une édition en collector, hardcover classique, en fait qui serait même classique pour nous, mais aussi une version format manga, puisqu'en fait Abrams Comic Art lance une collection de mangas qui s'appelle Kana.
Et sauf que Kana, c'est une maison d'édition qui existe aussi en France, dans le groupe d'Argo. Ah bon? Ouais, bien sûr. On l'appelait Kana? Ah ouais, mais sauf que ça n'a rien à voir parce que c'est le Kana américain en fait n'est pas du tout le Kana France. Il y a pas de lien à part même si le nom existe. Ce qui est marrant parce que les deux groupes Huggin enfin les deux maisons Huggin Kana / Dargo appartiennent à Média Participation en France, mais ils peuvent exporter le nom. Et ce qui est marrant, c'est que dans les titres que va sortir donc Kana aux États-Unis, eh ben t'as des titres Kana. Il y a des titres Kana, mais il y a aussi donc notamment il y a Silence qui est une création de Johan Vornier qui est donc chez Kana, mais il y a aussi Léviathan qui est sorti chez Kiun chez nous. Il y a Space Punch de Ziad qui est sorti chez Ankama. Tu vois, donc il y a vraiment plein de titres piochés un peu à droite à gauche. Donc bon, c'est vraiment des questions juste de droits des droits de publication à l'international et tout ça. C'est assez rigolo parce qu'en plus Léviathan, il me semble que Léviathan c'était une créa originale de Kiun. Donc ouais, ils ont dû. Je sais vraiment pas comment ça se négocie. C'est des choses assez rigolotes. Mais en tout cas, moi ce à quoi ça me fait penser, c'est de me dire est-ce que pour le coup on va avoir la même chose pour Ronin Rising en fait. Est-ce qu'on va l'avoir dans un format manga chez Huggin et Menin et dans un format donc standard en tout cas cartonné. Ce serait un peu mon envie de supposer, même ma supposition de voir s'il va pas y avoir en fait des efforts un petit peu de mutualiser les types de formats d'édition. Parce que, comme dit, Huggin et Menin avec Frank Miller n'en sont pas à leur coup d'essai, ils l'ont fait littéralement pour les deux rééditions de Frank Miller qui sont faites. Je sais pas si toi ça t'inspire un quelconque commentaire, très cher Corentin, à part mais où est Dan Didio? Bah c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question dans la mesure où il était vraiment partie prenante de l'affaire quoi. C'est là qu'il a été après avoir été foutu à la porte de décès. Il a créé une série pour lui et même ce revirement justement sur la politique parce que c'était pas juste faisons des NFT et gagnons le pognon avec. Il y avait aussi une stratégie libraire avec les NFT où on disait aux libraires, si vous achetez quelques NFT qui vous seront réservés, vous aurez la primeur de certaines éditions collector, de certains albums qui ne seront tirés que pour les propriétaires de NFT et tout. Et donc c'était vraiment une stratégie éditoriale de grande ampleur et je sais pas trop pourquoi, comment ça a évolué. J'avoue que je suis assez circonspect. De la même façon, tu vois, genre pour Ronin 2, donc Ronin Rising, l'objectif au départ c'était de faire un comics avec Frank Miller et Philippe Tan, tu vois. Et dès le numéro 4, il y a plus Philippe Tan. C'est Frank Miller qui récupère le scénario et le dessin. Je crois en plus qu'il y a eu des petites vagues de retard sur ce projet parce que c'est le premier qui est sorti en septembre 2022. Là, actuellement, ça fait être 6 numéros. Alors, je sais pas si c'est la fin parce que moi j'ai lu le 4 et il est pas tellement conclusif, on va dire. Donc, qu'est-ce qui a changé en interne? Quels plans ont été revus? Je ne sais pas. Je trouve ça assez intéressant parce que ça nous rappelle que c'est pas à la portée de tout le monde de gérer une boîte, et qu'il y a toujours des petits chaos qui peuvent s'opérer. Concernant Abrams Comics Art, c'est plutôt une bonne maison. C'est vrai que c'est eux qui ont fait aussi le Fantastic Four Full Circle de Alex Ross. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que le mec qui gère la collection comics là-bas, c'est justement un ancien éditeur de Ross qui est passé chez DC aussi. Et là d'ailleurs, ils ont fait la réédition de Uncle Sam là, qui s'appelle Uncle Sam, je crois d'ailleurs. Tu sais, on en avait parlé dans un podcast là, un très vieux comics Alex Ross qui avait été réédité. C'est une offre de qualité qui est même une sorte de zone neutre parce que chez ni DC ni Marvel n'ont concurrence. Le côté signature de Frank Miller, ça leur va bien parce qu'effectivement ils font plutôt du comics d'auteur. Moi, ceci dit, de ce qui est sorti pour l'instant de Frank Miller Presents, c'est que j'ai pu lire, je vois le côté signature, je vois le côté prestige d'avoir Frank Miller, mais le Frank Miller de 2024, c'est pas le Frank Miller de 1987. Il faut quand même que collectivement on accepte cette réalité, qui est pas un danger au demeurant. Il y a plein de gens qui vieillissent de différentes manières. En l'occurrence, Ronin Rising, c'est pas une BD qui est du même niveau que Ronin 1 ou du même niveau que Sin City. C'est même pas séquentiel. Ronin Rising, c'est que des doubles pages avec énormément de bulles de dialogue. Il se passe rien ou presque. Il nous refait le motif de l'enfant surdoué comme dans The Golden Child. C'est l'histoire grosso modo de la copine du Ronin du premier volume qui a eu un enfant avec lui. Sauf que le démon qui était l'adversaire du Ronin est encore là. Et donc, il va les chasser sur plusieurs générations. Il y a des histoires de résurrection et tout. Enfin, c'est assez imbuvable à lire, mais fascinant, parce que vraiment, c'est une plongée dans le cerveau de Frank Miller, avec des pages magnifiques de Philippe Tan. Si on aime la BD expérimentale, c'est très cool. Mais je sais pas si ça va plaire, en fait, aux fans de DKR, si ça va plaire aux fans aux gens qui attendent le renouveau du Miller moderne, ou à tous celles et ceux qui ont acheté les rééditions de Sin City en se disant, putain, c'est vrai qu'à l'époque, il était fort, le bazar, quand même. Pour moi, on est vraiment dans un autre univers. Donc, je me demande vraiment si ça va plaire aux gens. Et au niveau éditorial, c'est effectivement assez amusant. Le coup du Kana me laisse pantois, je t'avoue, en tant que francophone.
Mais voilà. Pour moi, ce qui m'intéresse, de toute façon, peu importe l'éditeur, ça restera la production de BD. Et en soi, pour l'instant, il n'y a pas trop de raison d'être particulièrement excité par FMP. Très bien, merci Corentin. À part le Sin City in Color de Manara que j'attends. Ouais, qui a l'air, qui sera forcément très très attendu. Et pour terminer la partie comics, une anthologie d'horreur qui a été annoncée par Boom Studios. C'est vraiment le genre qui revient en force, j'ai l'impression, puisqu'on avait parlé du retour DC Comics, de ICI Comics chez Oni Press pour cet été. Et bien, Hello Darkness, c'est un petit peu la même chose, puisque c'est de l'anthologie horrifique, en plus qui mise au très gros, puisque il y aura beaucoup de noms prendre. D'ailleurs, on aurait pu la mettre dans le Focus Pulps aussi, techniquement, parce que c'est quand même plutôt excitant, et ça sort aussi en juillet, avec, pour le premier numéro, Garcenis Becky Clunan, James Tynion IV et Walter Deledera. Donc là, par contre, pas de spoiler, ce sera une histoire dans l'univers de Something is Killing the Children, et Brian Azzarello et Vanessa Del Rey. Donc ils font en fait tous des arcs qui sont étalés sur quelques numéros, vraiment, donc dans une oui, anthologie. Tradition, c'était le mot que je cherchais, voilà, dans une tradition d'anthologie. Mais alors, dans le titre, dans les noms, ils ont annoncé ensuite Francesco Francavilla, R.L. Stine, John Arcudi, Ryan Sue, Cullen Bunn, Sas Milledge, Sarah Galley, Liana Kangas, Marguerite Bennett, Michael Conrad, Martin Morazzo, qui a fait Ice Cream Man, Andy Lanning, Trevor Hersin, Steve Orlando, Genevieve Valentine. Bref, voilà, il y a encore, et même Sarah Anderson, ça c'est plutôt rigolo, parce que Sarah Anderson, elle a un trait très cartoon. Tu sais, c'est ça qui fait Oui, je sais, oui. Mais tu sais, elle fait des BD plus sérieuses aussi. Elle fait pas des BD d'horreur, mais un peu pas à la Sébastien Sejic, non, elle fait des BD de romance un peu gothiques, qui sont dessinés très différemment de ces petits doodles sur Twitter. Mais ouais, enfin, comme tu dis, en plus, c'est vraiment le genre de l'anthologie d'horreur. Enfin, il y avait les Skybound Present After Schools, il y avait Dandelion qui était non, pas Skybound, tu veux dire Creepshow, non? Non, Skybound. Skybound Present After Schools, du coup, mais t'as Creepshow aussi qui s'est... c'est là où Léla Lez, elle avait dessiné récemment. Ouais. Elle était lancée une anthologie avec que des scénaristes de séries télé. Ouais. Il y a eu Silvercoin aussi, il y a Dandelion aussi, le projet de Martin Morazzo qui avait été lancé il y a pas très longtemps, là, en février. T'avais Razor Blades qui était une anthologie d'horreur de James Tynion IV. Donc on avait Creepshow chez Image. Enfin, on a toujours Creepshow chez Image. Ouais, il y a toujours les petits numéros spéciaux de Archie Comics et de chez Dark Horse aussi qui avait fait un numéro, enfin annoncé par un numéro pour Halloween dernier. Enfin, c'est un truc qui continue. Il y a aussi quelque part les anthologies de Scott Snyder là avec les Hollywood Special et tout. Ou même Low Reader, si on veut aller par là. Ah, mais Low Reader, c'est de toute façon, Low Reader, c'est une inspiration de DC Comics à la base. Effectivement, Creepshow, comme tu disais, enfin, ou même Ice Cream Man, quelque part, il y a un propos anthologique. Plutôt content. Oui, content, parce que c'est des artistes que j'aime bien, je suis content. Ceci étant dit, il y a tellement d'anthologies d'horreur, en fait, à force, moi, je me demande vraiment, parce que je les lis pas toutes, évidemment. Il y a tellement de trucs à dire que ça, enfin. Bah oui, c'est un registre inépuisable, Corentin. C'est vrai, t'as raison, un Kikou. Allez, on passe à la suite. Voilà. Non, c'est cool, c'est très bien. Voilà, on passe du coup vraiment à la suite, puisqu'on en a terminé pour la partie comics. Corentin, et donc on va passer à la série télé. Et toi, il y avait un sujet que tu avais envie d'aborder, c'est est-ce que Skybound s'est fait flouer dans la production de Invincible? Est-ce qu'il y a des prestataires qui ont fait appel à des sous-prestataires en Corée du Nord, et pourquoi ça pourrait être un problème? C'est un problème. Alors pourquoi ça pourrait être un problème? Parce que c'est la Corée du Nord, qui est pas un pays extraordinairement vertueux sur tout un tas de sujets et de points. Non, c'est vrai que c'est assez amusant. En fait, j'ai l'impression que les gens, du coup, ont un peu découvert ce truc-là, alors que c'est plutôt monnaie courante en vérité. La Corée du Nord, quand elle a été fondée après la séparation en deux de la Corée du Sud et de la Corée du Nord suite à la guerre de Corée, c'est très tôt en fait doté d'un département animation, dont en fait l'objectif au départ était de produire des cartoons de propagande. Parce que c'est vrai que voilà, c'est on le sait tous, quand on est gamin, on a tous eu droit aux cartoons à message, enfin à vocation éducative. Avec Sonic veut vous parler, avec tous ces trucs qui finissent j'ai appris un truc aujourd'hui et tout, on peut en fait retourner le problème. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer qu'effectivement l'esprit malléable des enfants est beaucoup plus réceptif à la propagande si elle est présentée sous un jour dessiné, cartoony, confortable, rassurant, et en fait si c'est ton ours en peluche préféré qui te dit à travers le téléviseur il faut respecter le leader, il faut obéir à ce qu'il te dit, t'es évidemment t'es plus réceptif au message que si c'est une affiche propagande bien vénère avec Kim Jong qui menace de te tuer avec une Kalachnikov. Donc en fait ce truc-là a fleuri assez vite en fait autour d'une boîte qui est devenue plus tard le SK Studio,
donc SEK Studio, qui a eu en fait une importance très considérable dans la production armée de Corée du Nord, puisque ça a été l'une des principales sources de revenus en fait du régime pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'à l'époque où la télévision s'est développée dans les années 50 aux États-Unis et en Europe aussi, et on a commencé à vouloir justement en profiter du fait que les gamins avaient un temps d'attention largement supérieur à un adulte, et que contrairement aux adultes, ils n'avaient pas besoin de travailler, donc on pouvait les foutre devant le téléviseur et mettre des publicités pour les céréales, pour les jouets, pour machin, etc. Donc à ce moment-là, il a fallu commencer à produire du cartoon. Et c'est là d'ailleurs que les boîtes dans les années 60 comme Filmation ou la Barbera ont commencé à produire en masse du dessin animé. Sauf que les dessins animés ça coûte cher, comme on le sait, ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, on a un peu éliminé le problème, et c'est pour ça aussi que le dessin animé a un peu perdu en importance, puisque justement on considère qu'on est plus prêt à dépenser les sommes qu'on mettait à l'époque, dans la mesure où le modèle télévisuel a un peu perdu en importance. Mais à ce moment-là, il faut imaginer qu'en fait, il fallait des mains pour faire tous ces dessins animés qui sont arrivés, et qu'on continue dans les 70s, dans les années 80, dans les années 90, et particulièrement les années 80-90, qui étaient une mine d'or pour la production télévisuelle, parce qu'il y avait la syndicated television, donc en fait des boîtes qui pouvaient se monter entre elles et passer par des canaux de diffusion libres, pour ensuite après aller vendre leurs séries au plus offrant, entre guillemets. Il y a plein de séries syndiquées qui ont été faites comme ça. Et souvent, c'était de notoriété publique, c'était animé en Corée du Nord. Puisque donc ils avaient SEK Studio, qui était une boîte qui, à son pic maximum, embauchait plus de 1600 animateurs. Il faut se dire, c'est énorme, 1600 animateurs. Dans les boîtes japonaises, on va dire de taille moyenne, tu montes rarement au-dessus de 100 animateurs. Donc là, il faut s'imaginer que c'était vraiment une main-d'œuvre, extrêmement conséquente. Et le régime s'en est servi pour avoir de l'argent propre et de l'argent légitime, puisque l'autre grosse source de revenus de la Corée du Nord, ça a été en fait la vente de drogue et la circulation de drogue à travers l'Asie l'Asie de l'Est. Donc ça, c'était plus compliqué, on va dire, à défendre à l'international. Et comme ils ont une économie en autarcie, en fait, ils pouvaient pas non plus exporter ou importer des tonnes de produits. Et en fait, il y a des tonnes de cartoons. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle Pyongyang de Guy Delisle, qui donc lui est un artiste et animateur français qui donc a travaillé en Corée du Nord sur la production de la série animée Papyrus. Peut-être vous avez connu, si vous avez mon âge, Papyrus quand vous étiez gamin. Papyrus, c'était ce héros égyptien. Trop bien. En Égypte antique, trop bien. C'était génial, cette qui était peut-être le descendant d'une légende, machin, etc. Ça m'a fait faire des cauchemars par moment. Voilà. Et c'était avec Seth. Et le maître de, comment ça s'appelle déjà? Ah, je sais plus. Peu importe, bref. Vraiment, cette ambiance, tu sais, l'ambiance un peu parfois psychédélique que t'as t'entends les cigares du pharaon, mais que tu retrouvais beaucoup dans cette série-là. Il y a beaucoup de visions et tout de son passé, etc. Super dessin animé en l'occurrence, mais qui donc a été animé en Corée du Nord, et donc Guy Delisle qui a produit un bouquin autobiographique vers 2003-2004 qui raconte ces années-là en fait. Donc il arrive et c'est un peu comme le bouquin que tu avais chroniqué sur le français qui avait été en Chine avant Tiananmen. Ouais. Tu vois ce genre d'album là en fait. D'ailleurs que il arrive à l'aéroport et t'as le service des douanes nord-coréen qui est en mode genre qu'est-ce que tu viens foutre là et tout, sale blanc et tout ça. Il fait je viens travailler pour le SEK Studio. Et le mec des douanes qui est genre oh pardon monsieur, allez-y parce qu'en fait c'était super important, c'était vraiment une très très grosse boîte pour la Corée du Nord à l'époque. Et il se trouve qu'ensuite, quand les tests de missiles ont repris, quand Kim Jong, le fils a commencé un peu à s'énerver, à reprendre les choses en main, les Américains ont dit stop, autarcie, blocus, interdiction pour les boîtes américaines de travailler avec les studios nord-coréens. C'est interdit par la loi américaine, la loi fédérale. Le problème, c'est que en fait, des tonnes de studios ne peuvent pas faire autrement. Donc eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent un appel d'offres et t'as une boîte en Chine qui va leur dire oui, moi je peux le faire pour ce prix-là. Et la boîte en Chine, parce que la Chine et la Corée du Nord sont plus ou moins alliés, en tout cas n'ont pas de problème à dialoguer les unes avec les autres. Les boîtes chinoises en fait qui sont souvent en fait des boîtes fantômes où t'as juste un bureau et un mec qui reçoit les images et qui les envoie en Corée du Nord pour les faire animer. Et ça fait des années que ça dure en fait. Donc ce qui s'est passé pour Invincible, c'est que t'as quand même des gens que ça inquiète, la Corée du Nord évidemment. Donc notamment des hackers on pourrait dire ou des spécialistes en cybersécurité qui s'amusent à aller scruter l'internet nord-coréen pour voir un peu ce qui se trame, et il y en a un qui est tombé sur un serveur qui n'avait pas de mot de passe et qui contenait des tonnes d'images de production de la saison 3 a priori de la série animée Invincible, avec des notes de production genre augmente ce détail en coréen, et aussi de la série The Child Wonder là, Yanu. Tu vois, on en avait parlé l'éditeur de comics Inuk. Non, pas Inuk, ça c'est un artiste de BD. Arnaud, tu m'aides pas du tout là, l'auteur coiffé. Unique Studios. Voilà, Unique Studios, voilà, dont l'idée était de produire des comics d'inspiration panafricaine en reprenant dans les grands mythes du Nigeria, je crois. Et qui est pareil, Max a signé une adaptation animée qui est a priori produite en Corée du Nord. Alors évidemment, les studios, eux, ils sont pas forcément au courant. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent par des intermédiaires qui sont là pour leur trouver des boîtes d'animation qui
veulent travailler avec eux. Pour Unique, ils sont passés a priori par une boîte sud-coréenne qui ensuite qui a envoyé les images à SEK Studio en Corée du Nord. Et pour Invincible, bah évidemment, on se doute bien qu'Robert Kirkman, c'est pas un mec qui a forcément des velléités de conquête nord-coréenne. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont passés par une boîte en Chine, qui était juste une boîte postale. Comment on dit, une boîte forte, comment ça se dit un truc, c'est une société écran, une société écran, pour ensuite faire produire Invincible en Corée du Nord. Et donc, alors, pourquoi est-ce que c'est grave? Parce que la Corée du Nord, l'essentiel de son PIB, il passe dans l'achat militaire, en fait, hein, ou la vente militaire aussi, d'ailleurs. Mais voilà, c'est des mecs dont le but, c'est de s'armer, pour ensuite aller péter la gueule des Coréens du Sud. C'est un truc qui les obsède depuis qu'on a séparé le pays en deux. Ils ont effectivement la Chine. C'était un truc dont on avait parlé, c'est quand il y avait les Coréens du Sud qui avaient commencé à installer des installations anti-missiles à la frontière avec la Chine, et que en représailles, les Chinois avaient dit, ok, bah on va pas importer de film sud-coréen cette année. Et tu vois, en fait, cette espèce de truc, c'est que la Corée du Nord, elle est piégée entre deux grosses dictatures, entre guillemets, communistes, enfin totalitaires, on va dire, et que les deux, bah, ils seraient pas du tout contre l'idée d'envahir la Corée du Sud à un moment donné. Donc voilà, c'est pour ça que le régime des Kim n'est pas l'allié des États-Unis. C'est pour ça que c'est pas d'ailleurs un allié en général. C'est une dictature propagandiste, sécuritaire, totalitaire, et qu'effectivement, le fait de voir des capitaux américains rentrer sur le territoire, ça plaît pas forcément aux fédéraux. Donc là, a priori, Skybound a ouvert une enquête pour voir ce qui s'était passé. Mais entre guillemets, le mal est fait. Tu vois, parce qu'il suffit qu'ils aient le même partenaire / prestataire depuis la saison 1, et techniquement, la série animée Invincible a non seulement financé les vacances de Jeff Bezos dans l'espace, mais en plus un missile probablement en Corée du Nord. Donc c'est quand même assez curieux. Tu vois, genre si un jour il y a une guerre, on pourrait se dire c'est la faute d'Invincible, c'est la faute de Robert Kirkman. Et en même temps, ça met au jour effectivement ce truc-là qui est apparemment pas très connu. Ou toute l'histoire il y a un super article que j'ai réussi à trouver sur le web anglophone. Je sais pas trop comment vous le partagez, mais si vous tapez Corée du Nord, attends, j'ai retrouvé ça. Là, voilà. Si vous tapez Cinéma Escapist North Korea animation, il vous fait un récapitulatif assez complet de ce qui s'est passé là-bas, avec des extraits du bouquin de Guy Delisle d'ailleurs, pour comprendre en fait que voilà, les Simpsons, Futurama, il y a des tonnes en fait, même South Park, il y a des tonnes en fait de cartoons qui ont été faits avec les petites mains de Corée du Nord. Et donc par des salariés a priori plus ou moins esclavagisés, parce qu'évidemment ça coûte rien, hein. L'avantage des dictatures, c'est qu'il n'y a pas le SMIC. Donc voilà, c'est chouette. Et voilà, vous avez maintenant de la Corée du Nord devant votre dessin animé Invincible. Merci beaucoup. Mais de rien, t'as appris des trucs. Corentin, j'apprends beaucoup de choses. Là, je suis content. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la série Papyrus, ça c'est marrant. Très bien, très bien. Bon, je vais essayer de trouver le bouquin Pyongyang du coup. Ouais, ça serait assez intéressant. Très bien. Donc ça, c'était la seule actualité en télé qu'on avait pour l'instant. Et du côté du cinéma, un classico qui s'appelle Sony Pictures décale la sortie d'un film dont tout le monde s'en fout. Donc bon, on n'aura pas de podcast avec plein de bières et de la pina colada pour Kraven the Hunter, quoi. À la fin de l'année. On sera avec du vin chaud. C'est bien le vin chaud. Ça sera moi j'adore. Une ambiance différente. J'en fais du vin chaud, si tu veux. Mais non, Sony Pictures a simplement décidé de repousser la sortie de Kraven le chasseur à décembre 2024, sachant que le film à la base il devait sortir fin 2023, il me semble. À la rentrée dernière, non? C'était janvier 2023, puis c'était octobre 2023, puis c'était août 2024. Et maintenant, c'est décembre 2024. Mais tu me diras, Morbius, c'était pareil. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça. C'est fait genre un an et demi dans la gueule. Mais Madame Mob aussi, il avait été repoussé quelques fois. C'est le classico de Sony qui met de la thune dans des films, qui les développe, qui les produit, puis après, je sais pas, ils les voient, ils font putain merde, quand c'est qu'on peut sortir, où ça fera le moins mal possible, on a le plus l'occasion en fait d'avoir de la thune, pas parce que le film sera bon, mais parce qu'en fait la concurrence en face sera moindre, tu vois, alors qu'elle pourra pas être nulle parce que pour l'instant, mais de toute façon tu mets même 0 film en face et le film il va se vautrer. Non mais ça, parce que pour l'instant, je veux dire, les exemples montrent qu'à chaque fois les films sont nuls. Bon, après Venom ça a marché, hein, c'est toujours le mais c'est Venom. Oui, et puis c'est Tom Hardy aussi, et puis oui, mais Jared Leto, Dakota Johnson, Sydney Sweeney, tout ça, il y a toujours avec Anyone But You, elle fait grave de la thune. C'est pas pareil. Les gens ils vont voir Anyone But You pour d'autres raisons que le film en lui-même. Ouais, ils vont aussi pour voir Sydney Sweeney, quoi. Oui, je sais bien, mais si tu pars sur cet angle très graveleux, tu pourrais très mal dire que c'est pas très graveleux, il est rated R. Et ils ont dit ce sera une comédie machin rated R et tout. Les gens attendaient peut-être le film il est pourri en plus, hein. Mais les gens probablement avaient plus envie de s'encanailler un peu que d'aller voir l'énième super-héros. Oui, mais dans ce registre-là, ils auraient très bien pu s'encanailler en se disant, peut-être qu'on va voir Sydney Sweeney en costume moulant, tu vois ce que je veux dire.
Oui, bon, je sais pas. Mais bon. Peut-être, j'en sais rien. Mais au-delà de ça, ça reste. Ne résumons pas Sydney Sweeney à ça quand même. Non, Même regarde les films qu'elle a fait là, avec les trucs d'horreur et tout. Immaculé. Ça a pas surperformé non plus. Ah si. Non, mais ça a marché. Mais ça a marché, mais c'est pas. Ça a mieux marché que d'habitude. Mais c'est pas les chiffres de Venom. Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr. Non, mais je veux dire que. Non, Sydney Sweeney tout seul n'aurait pas suffi à faire de Madame Web un succès. Mais après, c'est un film d'horreur de non rated R avec un propos bien vénère sur l'avortement, quoi. Donc bon. Moins grand public que Anyone But You. Ah oui, bah surtout pour le public américain, très certainement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste c'est quand même une des femmes productrices et actrices qui grimpe le plus en ce moment, au point de s'attirer des balles perdues complètement gratos de certains producteurs et tout, qui disent ouais, mais bref, on s'en branle, c'est du drama de Hollywood, mais t'as un producteur qui a dit ouais, elle sait pas jouer de toute façon, c'est que pour sa plastique, je sais pas quoi, et mais on t'emmerde. Et Sina a répondu non, mais je crois en plus je crois qu'il a dit un truc du genre super déplacé, genre de toute façon c'est ça, ils sont même pas beaux, enfin je sais pas si c'est à cause de ses gros seins, quoi. Elle a répondu à un interview sorry for having great tits. Mais c'est ouf qu'on en soit encore là, genre tu peux pas être beau et talentueux, c'est non mais impossible. En gros c'est quand même pour moi une star montante. Oui, non mais c'est sûr. Donc c'est sûr. Tu aurais pu te dire que quand même, voilà, il y avait des arguments. Mais en l'occurrence, le truc, c'est que les films de Sony, en tant que tels, c'est compliqué, quoi. C'est à chaque fois, c'est une réunion de. Comment ça, c'est pas compliqué? C'est de la merde? Y a rien de compliqué là-dedans. Hein. Non, mais c'est compliqué. C'est de la merde. Non, mais c'est ça, mais c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué parce qu'ils réussissent à faire de la merde en réunissant des gens qui, pris à part, sont talentueux. Enfin, en tout cas, sont capables d'être talentueux. Et j'imagine que là, je sais pas c'est quoi le truc. Est-ce qu'il va y avoir des reshoots encore pour Kraven the Hunter? Est-ce que c'est juste parce qu'en fait, en face, va y avoir Deadpool. Il y aura eu Deadpool Wolverine juste avant, en juillet. Donc, ils se disent, en fait, bon, la concurrence, elle est trop rude. Et ils se disent qu'a priori, là, pour ces vacances de Noël, c'est le mois de décembre, il y aura pas de concurrence directe, et c'est pour ça qu'ils préfèrent se garder un spot où ce sera plus libre, parce qu'on sait que ni Warner, parce que Warner c'est octobre avec Joker, Folia 2, et Marvel Studios, il y a plus rien de l'année, tu vois. Donc ils se disent bon là, il y a ce spot, on peut le prendre, on sera pas dérangé par les autres super-héros. Ouais, mais c'est quand même, j'en ai marre. C'est des crotonards de toute façon. Non mais déjà bien. De ça, mais de base. Mais surtout, ils ont sorti un trailer quand même de Kraven. Ah ouais, il y a un an. Même là, j'ai cru voir qu'ils avaient recommencé à sortir un peu Aaron Taylor Johnson et tout. Et en fait, il le laisse dans sa cage toute l'année, mais il le sort des fois. Il le fait comme ça, il marche dans le trottoir. Il va pisser contre un arbre et tout. Voilà. Les passants sont ravis. Mais je veux dire, ce film, déjà, j'y crois pas un traître instant. Mais déjà, quand tu morcelles à ce point-là, en fait, le momentum qui te permettrait de duper les gens, qui se diraient, ouais, putain, ça a l'air sympa. En fait, là, non. Et en plus, t'arrives à la fin de l'année, donc les gens, ils sont déjà en train de faire leur top. Ils en ont rien à foutre de la chiasse qui va tomber en décembre. Enfin, je veux dire, j'en sais rien, mais alors, si on accepte les chiffres du box-office chinois, Aquaman, bidule, c'est pareil, c'était en fin d'année. En Occident, il a pas. Ah, si, pour le coup, il a pas été au niveau du premier volet. Ah, le 2, tu veux dire? Oui, non, le 2. Ouais. Ah, ok, je crois que non, le premier, c'est une autre époque, c'était avant le Covid. Mais le 2 a même pas rapporté tant que ça en Chine non plus, voilà, final, tu vois. Donc, je crois qu'il a dû se rembourser, mais. Il a quand même fait 400 millions avec quelqu'un, donc c'était pas dégueulasse. Pour un film Warner. 200 millions Chine, non? Le truc, c'est que Warner a fait tellement mauvais sur les autres qu'au final, comparativement, en fait, Aquaman 2 était le meilleur performing film de Warner depuis le premier Aquaman. Mais c'est dire si les autres se sont tellement viandés à chaque fois. Non, puis il y a d'autres trucs, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est encore une fois de l'élitisme personnel, mais j'ai l'impression que les gens, ils ont envie d'autre chose, que cette formule de ça marche plus, que les films de super-héros qu'on allait voir avec un plaisir coupable et un grand saut de popcorn, c'est pareil, on est en train de migrer vers autre chose, là. Il y a un truc qui se crée, par exemple, avec les adaptations de jeux vidéo. Quand on voit le succès de la série Fallout, qui est conséquent, quand on voit le succès du film Mario Bros, qui est conséquent, les producteurs, ils sont pas idiots, hein. Quand ils voient des tendances qui émergent, ils accompagnent le mouvement. C'est pour ça qu'on a eu autant de films de super-héros. C'est le jour où Avengers a fait 1 milliard, mais qui se sont dit, oh, allez hop, on s'y met tous. On va revamper l'univers DC pour faire des films plus proches de Marvel. On va acheter des tonnes de comics. On va jamais faire les films. On va faire des séries télé, on va faire des machins, etc. Et au final, voilà, actuellement, je pense qu'on migre petit à petit vers un truc qui a été prophétisé il y a plus de 10 ans maintenant, qui est de dire, ça y est, c'est le moment où, en fait, les studios réalisent qu'il y a un énorme catalogue de franchises dans le jeu vidéo, que les gens qui ont grandi avec, ils avaient 15 ans au moment de Resident Evil 3, maintenant ils en ont 35. C'est le moment de commencer à leur faire les poches à eux aussi. Et Resident Evil a déjà été fait au cinéma, c'est un mauvais exemple, mais on peut faire un reboot plus réel, plus sérieux, plus
plus proche de la tonalité des jeux, mais il y a des tonnes de trucs que tu peux adapter, mais avec facilité. Et on sait qu'il y a déjà des projets en cours chez Nintendo avec ça et tout. Ça va être, à mon avis, je dis bien, ça va être la nouvelle poule aux œufs d'or de Hollywood pendant 10 ans. Voilà, jusqu'à ce que les gens en aient marre aussi, s'ils en ont marre un jour. Et voilà, le cinéma de super-héros en tant que format, dans son enveloppe actuelle, classique, blockbuster action, acteur connu qui vient prendre un chèque, est en train de crever. Voilà. On a eu les exemples l'année dernière. En tout cas, on verra après l'an prochain. Cette formule-là. On a eu les exemples l'année dernière chez Marvel, chez DC. Les gens n'avaient pas envie d'aller voir ça. Et c'est pas des espaces, et comme dit, mais moi, je m'attends toujours, c'est pas le problème, c'est pas que ce soit des films de super-héros, c'est que ce soit des films de super-héros médiocres, en fait. Mais The Marvel, c'est pas plus médiocre que Ant-Man 2. Ouais, mais ils sont d'une médiocrité, mais le truc, c'est que Ant-Man 2 avait été porté par les, Et pourquoi Thor 4 il marche bien et The Marvels non? Tu vois? Parce que les gens ont vu Thor 4 en premier, en fait, c'est tout. Oui, mais voilà, parce que The Marvels, à force, The Marvels serait sorti, enfin, l'ordre aurait été inversé, tu aurais vu que The Marvels aurait... C'est ce que je te dis. Donc, il y a le facteur temporel de lassitude qui commence à arriver. Et c'est pas que lassitude, c'est lassitude de voir des trucs pourris. Parce qu'en fait, à partir du moment où ils ont enchaîné Thor, Love and Thunder, puis après Quantumania, alors que Quantumania, en plus, il y avait des enjeux, des réels enjeux qui pesaient dessus, effectivement. Et ensuite, voilà, t'as eu un ensemble de films qui étaient au mieux, mais... oui. Et sinon, vraiment, des trucs vraiment pas corrects, et bah, effectivement. Voilà, mais il y a plus le momentum, tu vois, qu'il pouvait y avoir à une époque. Et du coup, c'est peut-être ça qui participe de la fatigue du public. On avait la ligne de mire Thanos en vue, on l'a eu, c'est fini. Ouais, ça, je l'ai dit là, maintenant, le public, justement, il a une autre ligne de mire en vue qui est le nouveau film Superman, par exemple. Là, on voit que ça intéresse les gens. On voit qu'il y a une attente qui se construit petit à petit et qui, en plus, prend son temps parce qu'on n'aura pas le film avant un petit moment. Pareil pour Joker 2. Joker 2, en fait, là, on voit que ça commence à prendre parce que, en fait, c'est une campagne de promo qui est digérée dans le temps. On n'a pas eu 50 trailers, teasers, machin et tout. Et quelque part, c'est pareil. Moi, j'aurais envie d'associer le potentiel succès de Joker 2 à celui de Dune 2, tu vois. C'est-à-dire qu'on arrête un peu les blockbusters rigolards et on revient petit à petit à des trucs plus tonitruants, avec une mise en scène, des notes de piano au ralenti, peut-être qu'on a fait un peu le tour, tu vois, du blockbuster. Et Craven, ne s'annonce pas différent de cette formule de merde. Il y aura du sang. Oui. Il sera rated R quand même. Voilà, tout à fait. Il sera sérieux. Il a pas l'air d'être très drôle en tant que tel. Non, mais ce sera pas drôle, mais c'est comme Madame Web était pas drôle, tu vois, mais ça a essayé d'être. Ouais, c'était. Moi, je pense qu'il y aura des blagues. Il y avait. Oui. Je pense qu'il y aura un trailer en mode I'm Venom ou un truc comme ça, comme pour Morbius. Mais du coup, ça marche pas. Mais ça marchera jamais, on s'en fout. C'est genre I'm Craven, tu vois, ça. Ouais. Qui es-tu? Du coup, voilà. On l'attend pas. Et on s'en fout. Ouais, on l'attend pas, mais on l'attendra du coup d'ici la fin de l'année. Corentin. Amusez-vous bien avec Eric. Et ouais, c'est ça. Ce sera sûrement un très bon moment à passer en podcast, en tout cas. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. C'est la fin de ce podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas que vous pouvez nous donner de la force et c'est important. On a besoin de vous pour continuer d'exister sur le net. On vous rappelle que donc il y a une grande enquête First Print qui se lance d'ici très très peu de temps. Donc quand vous le voyez apparaître, on va le mettre sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes. Donc Twitter, Facebook et Instagram. Je le mettrai en news sur Tipeee et c'est tout, puisque peut-être en newsletter dans le prochain podcast qu'on uploadera via Ocha, mais voilà, je vais pas utiliser par contre les adresses mail des tipeurs et tout ça pour faire des mails. En plus de ça, vous rassurez, on va pas faire de spam, mais justement, on sait qu'il y a des gens qui sont pas abonnés à tel ou tel créneau, donc là on va le mettre sur tous, je mettrai aussi un article sur le site, mais voilà, dès que vous le voyez, si vous pouvez juste partager le lien, ce sera vraiment d'une grande aide. Comme dit, on a beaucoup besoin de vos réponses pour la suite, et sinon vous pouvez juste partager le podcast sur vos réseaux, répondre sur les articles du site ou sur les différentes plateformes, mettre des petites notes, des commentaires et tout ça. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir un contact avec vous. Et si vous reste des sous, n'hésitez pas, il y a le Tipeee qui est ouvert H24. Vous pouvez mettre de façon ponctuelle ou récurrente. C'est vous qui voyez. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!